Bonjour à tous et merci d'être venus à ce cours. Et bonjour aux internautes qui ne sont pas venus mais qui le regarderont autrement. Donc c'est mon dernier cours sur cette chaire, sachant qu'il y a mardi prochain à 16 h dans le grand amphithéâtre la leçon de clôture, qui ne sera pas vraiment un cours mais quelque chose de, je dirais, mi-sérieux, mi-pas sérieux. Et aujourd'hui, donc, quelques compléments et les réponses aux questions que j'ai reçues par Internet, jusqu'à celles que j'ai reçues ce matin en dernière minute, que j'ai pu à peu près intégrer parce que c'était la même qu'une autre. Donc, je vais passer des transparents fondamentalement vides. J'ai les réponses sur mes transparents, mais c'est pas rigolo à projeter. Mais en fait, vous les aurez écrites, et puis surtout s'il y a des bêtises, ça se verra trop, vous les aurez écrites sur le web après. Alors, je voudrais dire aussi que ce sont des réponses de ma part aux questions. Ce n'est pas des vérités scientifiques. Il n'y a pas de théorème de fait incontestable là-dedans, c'est des opinions. De même d'ailleurs que les questions traduisaient très souvent des opinions et pas seulement des questions, ce qui est assez classique et normal. Donc, on a un agenda qui est assez chargé, comme d'habitude, mais bon, ça ira. En premier, je voudrais faire un complément sur l'interaction et l'interface homme-machine. Ça, je l'ai toujours dit, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. J'ai travaillé avec Jean-Marie Hulot sur ce sujet. Jean-Marie Hulot est donc l'auteur de la machine Next, l'auteur principal de l'interface du Mac et de l'iPhone, et donc qui connaît très bien ce sujet, et j'ai appris beaucoup de choses avec lui. Et je me suis toujours intéressé à ce sujet parce qu'en gros, c'est un des points faibles de l'informatique, ou c'est peut-être le gros point faible de l'informatique. Et je voudrais en citer quelques exemples et faire vraiment essayer de pousser pour que ça change et que les informaticiens se rendent compte du problème, parce que je pense que souvent, ils le négligent un peu. Alors, il y a une grande différence entre ce qui est bien conçu et ce qui est mal conçu. Donc, mal conçu, vous avez des sites web pleins de vide. Je ne citerai pas de nom, mais si vous cherchez dans les compagnies aériennes, vous trouvez facilement. Des processus d'interaction complètement incompréhensibles. Ça s'améliore un peu, mais c'était assez fréquent, en particulier dans les systèmes de réservation. Alors là, il y a une longue histoire. Je n'ai malheureusement pas retrouvé le bouquin, je l'ai chez moi. C'est un ami, Patrice Bertin, dont la femme travaillait chez un agent de voyage et qui avait ce livre « Mieux vendre avec Socrate ». Socrate était le système qui a coûté une fortune à la SNCF, qui était adapté des avions, mais adapté au train. Et un train, ça se coupe en deux ou ça se rallonge en vol, sur les rails, en gare, alors que les avions, ce n'est pas vrai et ça n'a jamais vraiment marché. La SNCF a même été condamnée pour incapacité d'émission de billets, alors qu'ils donnaient des amendes aux gens. Bon, alors c'est une longue histoire, mais je vous montrerai une page à la leçon de clôture, une page de ce qu'il faut écrire pour prendre le train quand on tape sur Socrate, quand on tapait. Là, j'ai eu 2h40, 2h25 de retard de train en venant de Nîmes, et c'était tout à fait caractéristique. J'avais mon téléphone qui me donnait un retard, le panneau de la gare au-dessus qui me donnait un autre retard, et une voix extrêmement chaleureuse, comme il y a maintenant à SNCF, c'est une très belle voix, qui disait soigneusement l'erreur de la gare, qui n'était pas la même que l'erreur du téléphone. Ça, c'est pas très grave que ce soit une erreur, parce que c'était une caténaire arrachée, c'est pas complètement prévisible ce qu'on peut faire, mais c'est rigoureusement standard. C'est-à-dire quand vous prenez le bus à Paris, vous regardez l'horaire du prochain bus sur votre téléphone et sur le bus, c'est jamais pareil. Donc ça, j'en fais des photos régulièrement. Je ne sais pas comment on arrive à faire ça. Il doit y avoir 2 services ou quelque chose comme ça qui ne s'aiment pas. Je ne sais pas. J'ai eu beaucoup de problèmes avec Linux il y a longtemps. On a été les premiers à avoir Linux en France, pratiquement, dans la recherche. Et je trouvais qu'il y avait un vrai problème avec les Window Managers, les gestionnaires d'écran, qui étaient tous plus ou moins mal foutus par rapport à ce qu'on trouvait ailleurs, chez Sun ou chez d'autres gens. Et on me répondait, mais c'est pas grave, tu as le choix entre 30. Mais je disais, moi je veux le choix entre 1, pas entre 30. 30 à essayer pour voir pourquoi ils sont mal faits pour des raisons différentes, c'est pas intéressant. Donc c'est difficile, mais il faut savoir qu'un Window Manager, c'est très difficile à faire. Pas du tout simple, ces objets-là, ni à designer. Il y a aussi des systèmes qui sont hyper paramétrables. Ça se trouve bien dans les appareils photo, vous avez des 80 pages de paramètres. Et par défaut, le paramétrage n'est pas bon. Donc ça, c'est aussi assez courant, surtout dans les systèmes industriels, ça se trouve bien. Et puis, vous avez des formulaires très, très 20e siècle qui ressemblent à des formulaires avec des cases à remplir toutes dans l'ordre, mais pas du tout dans l'ordre alphabétique, etc. Pour des objets connectés, j'ai aussi ça chez moi. Ça, c'est pas normal, quoi. On est quand même au 21e siècle, pas au 20e, et il n'y a pas de raison de faire des choses qui étaient valables au papier du 20e siècle.
Les GPS de voiture je les adore parce que souvent ils ont des molettes à tourner pour avoir les lettres à tourner et à appuyer. Alors ça, je ne vous conseille pas de le faire en route, mais ils ont un énorme avantage, c'est que la vitre sert pour mettre la ventouse du support de téléphone. Et ça, c'est extrêmement pratique et beaucoup de gens font ça en pratique. Ceci dit, il n'y a pas besoin de mettre un GPS pour ça non plus. Donc ça, c'est les systèmes mal conçus. Vous en connaissez évidemment beaucoup, mais les gens ne râlent pas. C'est ça que je trouve extraordinaire. Je trouve ça normal que les systèmes soient mal conçus. Moi, je n'ai jamais trouvé ça normal. Bien conçu, il y a très peu de façons de faire. C'est élégant, ça s'enchaîne bien et ça provoque une espèce de satisfaction intérieure quand on l'utilise. Ça, c'était le cas des premiers systèmes comme l'Alto. En 1960, l'Alto, c'est très très ancien, c'est 1973 ou 14. Et les premiers bitmaps, ils ont tout de suite travaillé ça. Et c'est de l'art, en fait. Et donc, justement, chez Xerox, il y avait Doug Engelbart qui avait inventé la souris en 1967. C'est 1967, il y avait juste pas beaucoup d'ordinateurs, mais il y avait déjà la souris. Le bitmap, c'est 1973 sur l'Alto, avec les vrais logiciels. Et la gestuelle tactile qui existait avant l'iPhone, mais qui était déjà bien prête quand l'iPhone est sorti, mais qui n'avait pas d'usage. Parce que sur un écran, ce n'est pas si pratique que ça. Bon. Et le problème, c'est souvent les adultes raisonnent en fonction d'eux-mêmes. Soi-même, on n'est plus là dans le jeu. C'est les gamins qui sont là dans le jeu. Et un gamin, même à 2 ans, il n'a aucun problème avec tout ça. Une interface homme-machine bien faite, il n'y a pas à faire quoi que ce soit. D'ailleurs, un bon système n'a plus de documentation, ce qui est parfois un petit peu exagéré. Et les enfants sont tout à fait déçus quand ça ne marche pas avec une vraie photo. Ça, c'est caractéristique de voir un enfant de 2-3 ans qui fait comme ça sur une photo papier et qui est tout déçu de voir que la tête de sa mère ne grandit pas. Tout n'est pas parfait, jamais, ou alors les opinions sont différentes. Par exemple, moi, j'aime pas tellement l'explorateur de fichiers, le Finder du Mac, parce que je suis sans arrêt obligé d'en ouvrir 2. Par exemple, pour copier un fichier, on est obligé d'ouvrir la destination et la source, alors que sur Windows, on n'a pas du tout besoin de faire ça. Et bon, c'est comme ça. Et puis, ce que je pense, c'est vraiment, il y a beaucoup d'informaticiens qui ont encore cette attitude de dire si ça me va, ça doit aller aux autres. Moi, ça me plaît, donc c'est bien. Et ça ne marche pas du tout dans ces domaines-là. C'est une attitude qu'on voit bien sûr dans les langages de programmation ou dans d'autres endroits, qui n'est pas injustifiée. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas penser pour les autres. Il faut penser que pour soi-même. Voilà. Donc, c'est un sujet que je n'ai pas traité dans mes cours à Paris, mais j'en ai parlé dans mon cours à Lille en 2015 sur la photographie, et qu'est-ce que c'est que l'ergonomie d'un appareil photo numérique. Et Stéphane Huot, qui est un spécialiste de ça, a fait un séminaire sur l'interaction machine que vous pouvez voir sur le web. Alors, un exemple de mauvaise interface machine, c'est les mots de passe. Donc, les mots de passe, j'ai fait un cours sécurité il y a 2 cours. Mais les mots de passe, c'est quelque chose de très, très important. C'est un des gros points faibles des systèmes informatiques. Les gens mettent des mots de passe pourris. Et ils ne le savent pas, ils pensent que leurs mots de passe sont bons. Et ils ont raison de penser ça, c'est juste pas vrai. Pourquoi ? Si on les regarde, par exemple, expérience typique, ma petite fille prend l'iPad de ma femme et dit « C'est quoi ton mot de passe ?» Et là, je lui dis « Je ne veux pas te donner mon mot de passe. » Elle dit « Bon, alors c'est quoi ta date de naissance ?» Tout à fait typique. Donc les dates de naissance, il y en a moins de 40 000, vous pouvez compter, c'est vite vu. Les mots du dictionnaire, c'est à peu près pareil. Donc dès qu'un mot est dans le dictionnaire, pour un robot, ça se casse comme ça, c'est rien. Et ça, c'est pas évident parce que les gens imaginent que c'est des gens qui essayent de casser des systèmes, mais c'est pas des gens, c'est des programmes. Avoir le même mot de passe sur plein de sites, c'est totalement logique, vu qu'on explique aux gens qu'il faut faire des mots de passe difficiles à se rappeler. Donc ils ne s'en rappellent pas, donc ils en mettent un partout. Ou 2, 3 partout. Donc ça, c'est un vrai bonheur pour les attaquants. Quand ils en ont cassé un, après, c'est le rêve. Donc j'ai une amie qui s'est fait voler son identité complètement. On met très, très, très longtemps à récupérer son identité parce qu'on est suspect à ce moment-là, en plus. Et les vols de compte, c'est extrêmement dur. De temps en temps, vous recevez des lettres de vos amis en disant « Je suis malade, envoie-moi 250 €. Elles sont de plus en plus perfectionnées, il ne faut pas croire. Bon. Mais il y a une solution quand même qui est connue et qui est très, très liée à la notion d'interaction machine. C'est les coffres à mots de passe. C'est assez récent qu'on en trouve des biens. Il y en avait des très, très incompréhensibles, c'est-à-dire des où il fallait savoir programmer. Et pour porter sur 2 machines, c'était compliqué. Mais ceux qui sont bien faits, voilà. Donc, la loi de base des mots de passe, c'est une loi d'ergonomie typique. Un mot de passe fait 12 caractères et est complètement aléatoire. Donc, on reconnaît un bon mot de passe au fait qu'il n'y a aucun moyen de s'en rappeler. Si vous vous rappelez de votre mot de passe, c'est qu'il n'est pas bon. Ou alors, c'est très particulier, c'est que vous avez choisi un truc auquel vous tenez vraiment.
Et donc, il y a quelqu'un, il y a un ingénieur américain qui a un jour dit une règle, pour qu'un mot de passe soit bon, il faut mettre 2 capitales, 1 ou 2 caractères spéciaux, un chiffre. Et donc, tout le monde s'est engouffré dans ce truc qui est complètement absurde, qui n'a aucun intérêt, et il n'a aucun avantage, strictement. Et maintenant, cette personne a fait un mea culpa public sur le web en disant qu'il avait eu une mauvaise idée dans sa vie qui embête l'intégralité du monde. C'est ça, ça ne sert rigoureusement à rien, et d'autant plus que les sites sont tous différents sur leurs règles. Donc, en plus, ça vous oblige à avoir des mots de passe différents dont vous ne vous rappelez d'aucun. Mais là, on s'en fiche. Avec un coffre à mots de passe, on fait générer un mot de passe aléatoire avec ou sans caractères spéciaux pour obéir aux gens. Il y a des règles. Bon, moi, j'ai à peu près 160 connexions web. Eh ben, j'ai 160 mots de passe. Je n'en connaîtrai jamais aucun. Puis c'est tout. Je ne peux même pas les voir, hein, sauf en demandant vraiment fort. Et je n'ai qu'un mot de passe maître. Et quand je veux aller sur un site, je clique sur le coffre fort à mots de passe, pas ailleurs. Je ne sais même plus le nom des sites, d'ailleurs. Pas besoin non plus. Et donc, je peux aussi envoyer un login, par exemple, partager des choses avec ma femme ou mes enfants, sans qu'ils connaissent mon mot de passe. Ça marche aussi très bien, ça. Et bien sûr, l'IHM de ces coffres est absolument central. Et il est hors de question par exemple, si c'est une société, que cette société connaisse vos mots de passe. Non, il ne connaît que le crypté de vos mots de passe. Il faut que les cryptages soient sérieux. Et ben, il y a beaucoup de choses à expliquer au grand public. C'est très difficile. On essaye de le faire dans ma région et on n'y arrive pas. Les gens ne viennent pas. Bon. Ils préfèrent se faire pirater. Il faudra attendre qu'ils se fassent pirater plus. Alors, on va commencer aux questions. Là, une question qui a à voir avec l'IHM. STRL-ECOC aurait-il pu éviter XL 888 et Absheim? Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'XL 888. C'est peut-être un avion. Sur Absheim, c'est tout à fait clair, c'est un problème d'IHM, bien identifié en particulier. C'est qu'il y a sur un écran un chiffre qui était mal détrompé, qui montrait soit des mètres par seconde en descente, soit des degrés. Et les pilotes ont fait la confusion entre les deux. C'est pas Absheim, c'est le Mont-Saint-Odile, pardon. Absheim, c'est moins clair, hein, là. Plus de l'avionique. Mais là, au Mont-Saint-Odile, c'est vrai. Et lisez aussi le document public sur l'accident du Paris-Rio. Vous verrez que ce n'est pas un bug d'IHM, ni il y a une mauvaise compréhension et de la documentation, et de l'IHM, et de l'entraînement des pilotes. Et c'est jamais clair les causes de ça, c'est jamais déterminant, mais l'IHM est toujours déterminant, en particulier parce que gérer des alarmes, c'est très dur, dans la mesure où il en arrive plein en même temps. Ah oui, autre question, une obligation légale de watermarking visible et invisible des vidéos diffusées par les chaînes d'information peuvent-elles empêcher les fake news? Suggestion de Jacques Stern, je n'en ai pas la moindre idée, mais ce n'est pas idiot. Je ne sais pas si les watermarking arrivent à se faire casser ou... Je ne sais pas. Mais la question est bonne. Si vous avez la réponse, ça m'intéresse. Alors, on va parler maintenant de questions qui sont posées par Gégé, Gérard Giraudon, qui est ici, qui est d'accord pour que je donne son nom. Pour tous les gens qui ont posé des questions, comme je ne leur ai pas demandé, je mettrai que les initiales. Et s'ils veulent, je pourrais mettre les noms dans la version finale. Hein. Donc, l'arrivée des données massives. Donc, c'est une question assez longue, mais très pertinente. Des questions. Étapes successives dans le développement de l'informatique, algorithmes, machines, langage et machines construites par programme. Or, les données massives et leur analyse prennent très vite une place très importante, sans vrai besoin de langage de programmation. C'est vrai que pour faire les réseaux de neurones, c'est des programmes qui font 2 pages dans des langages, ce qu'on appelle des DSL, des Domain Specific Languages, comme Torch et tout, et puis on fait du Python pour assembler tout ça. C'est vraiment comme ça que ça se fait en ce moment. Alors, oui, là, il faut que je réponde. Là, c'est différent, j'ai la réponse là, j'ai dit. D'abord, c'est vrai que je n'ai pas mis assez de dynamique. Vous savez, j'ai toujours le dessin données, algorithme, machine, langage. Mais c'est vrai qu'il y a une dynamique temporelle. Ce sont les algorithmes qui sont arrivés en premier, puisque le mot algorithme vient de 1215 et algorithmie de 850, mais les algorithmes étaient là avant l'écriture. Les machines sont arrivées ensuite, dans les années 40. Fin des années 40. Les programmes sont arrivés après, parce qu'au début, les machines, ce n'était pas vraiment des programmes, c'était un peu d'assembleurs. Les programmations, c'est moitié des années 50, hein, avec COBOL, Fortran, tout ça. Et puis, les données existaient toujours, mais sont devenues vraiment beaucoup plus importantes à l'heure actuelle. Donc, il y a cette hiérarchie temporelle que je n'ai pas assez mentionnée, c'est clair. L'influence de l'extérieur sur les langages n'est pas du tout un phénomène nouveau, hein. Au début de l'intelligence artificielle,
de la quête de l'intelligence artificielle, pardon, c'est là qu'on a inventé Lisp. John McCarthy a inventé Lisp en 1957. Et Lisp était une révolution intellectuelle par rapport à Fortran ou à Basic ou tout ça. Non, Basic n'existait pas, à Fortran. Les OS et la répartition, donc les OS au début, il n'y en avait pas. Puis après, la répartition, ça a donné l'étude du parallélisme avec Dijkstra-Hoare et des tas d'autres gens après. L'embarqué, ça a donné le langage synchrone que j'ai beaucoup illustré ici, Lustre, STRL, etc. Le web, ça a donné la dynamicité dans JavaScript, des choses comme ça. Donc à chaque fois qu'il y a une nouvelle application, il y a des nouveaux langages. Pour les réseaux de neurones, ce n'est pas absolument clair pour l'instant s'il y a vraiment des nouvelles choses qui vont arriver en langage, mais ça pourrait arriver. Mais ça ne pourrait arriver de façon intéressante que si le domaine est mieux compris. Ce qui n'est pas encore le cas. On fabrique ces neurones, ces réseaux, mais on ne sait pas exactement comment les prendre intentionnellement, si on les prend extensionnellement, c'est-à-dire en les fabriquant. Alors, encore Gérard, de mon expérience de visionneux, que je retrouve un peu partout, parce que tous les champs sont assez similaires, en fait, dans les données, bien qu'ils soient différents techniquement, mais les idées centrales sont les mêmes. Les connaissances descriptives qui décrivent l'état du monde et leur agencement, ça c'était ce qu'on faisait avant, par exemple avec comment ça s'appelle, les diagrammes de connaissances et des trucs comme ça, qui n'ont pas été des très gros succès. Et les connaissances opératoires qui décrivent des processus de manipulation et de transformation de données. Oui, c'est ça qui se passe en deep learning. Éventuellement, de niveaux d'abstraction différents, ça c'est pas tout à fait facile à faire en deep learning, par exemple. Pendant longtemps, les efforts ont porté sur les connaissances opératoires, sur le comment faire, c'est vrai en programmation aussi, à travers des nouveaux algorithmes de traitement de données et des efforts sur les calculateurs, c'est-à-dire, j'ai parlé des chips spécialisés et des choses comme ça. Et d'un autre côté, il y a eu des recherches sur les données. Serge Abitboul, qui a eu la chaire informatique et sciences numériques il y a une dizaine d'années, en est bien l'incarnation, c'était un grand des bases de données. Alors, quand on parle de réseau de neurones, la distinction n'est plus très claire. L'architecture du réseau dépend de l'abstraction qu'on veut obtenir ou qu'on essaye d'obtenir. C'est quand même assez artisanal pour l'instant, à partir d'un échantillon très grand, représentatif plus ou moins de la variabilité dans les données. Ça, les réseaux de neurones, ça reproduit les biais des données, c'est connu, et on ne peut pas faire autrement, de façon simple. Peut-être on peut faire autrement après. Donc le mot me paraît très très bien, programmation orientée données, ça me paraît tout à fait approprié. La question, c'est quel est le sens qu'on peut donner à ce mot. Allez, ça y est, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, il ne veut plus, mon machin, ah là. Or, de mon expérience, lorsqu'on a trop mélangé des connaissances, on a du mal à expliquer pourquoi ça marche. Le mélange d'opératif et de descriptif, oui, que tant qu'on ne maîtrise pas. J'ai arrivé longtemps dans la sémantique des langages classiques. Si vous suivez le cours de Xavier Leroy, ben oui, on voit ça très très bien dans l'histoire. On fait d'abord de l'opérationnel, puis après on essaye de changer. Et donc, travailler d'abord sur l'opératoire, ben, c'est assez normal. Parce que quand on a un truc qui marche, on s'en sert, on essaie de le faire marcher. Et tout a été fabriqué comme ça. Les moteurs, heureusement qu'ils n'ont pas été théorisés complètement avant d'être fabriqués, sinon on saurait juste les faire maintenant, hein, certains. Et la conception des circuits, c'est pareil. Les circuits, ça a été très artisanal, avec du calcul booléen, mais ça, il n'y a pas beaucoup de théorie là-dedans. Et il n'y a pas longtemps, en fait, qu'on sait dire ce que fait un programme. Spécifier un programme, c'est même un problème qui n'est pas vraiment résolu. Pour le parallélisme, par exemple, mais il n'y a pas longtemps qu'on sait faire ça, et il n'y a pas longtemps qu'on sait vérifier qu'un programme fait ce qu'il faut. Parce que écrire un programme, c'est bien, spécifier ce qu'il doit faire, ça se faisait toujours après, et enfin non, il y avait des documents papier plus ou moins foireux, et le vérifier, c'est une question assez compliquée, parce que si on ne spécifie pas, c'est dur à vérifier, mais on fait ce qu'on peut, et il y a beaucoup de systèmes qui marchent. Puis alors, évidemment, il y a une autre question, c'est que quand on a du succès, non, ça ne bouge pas, là, c'est exprès. Il n'y a pas les réponses. Les réponses, elles sont là. Vous les aurez après. Mais il y a beaucoup de mots dans les réponses et ils m'organisent le discours, mais ce n'est pas rigolo d'avoir lire exactement ce qui est marqué, ce n'est pas très bien. Donc voilà. Quand on a du succès, pourquoi ne pas continuer? Alors, donc les théories adéquates, par exemple, en programmation classique, j'en ai montré certaines. Les sémantiques de Scott, les sémantiques ordonnées, j'ai montré ça en 2010, ou d'autres approches pragmatiques.
pour la BDD-SAT pour la vérification, qui sont aussi des approches pragmatiques à la base. Hein. Donc, SAT, que j'ai enseigné ici, la satisfaction booléenne, algorithme fantastique, est absolument pas plus théorisé que le deep learning. Personne ne sait pourquoi SAT marche. On sait, bien on sait beaucoup mieux comment il marche que le deep learning, quelque part, mais personne ne sait pourquoi ça converge, dans tant de cas. Et puis, il n'y a vraiment pas longtemps qu'on sait dire pourquoi tel problème doit résoudre tel programme doit résoudre tel problème. Et voilà, donc c'est pas rare ce système, et là on est au début d'une longue histoire, mais malheureusement la compréhension ça ne va pas être simple, et c'est Stéphane Malat, c'est pas moi qu'il faut voir pour ça, hein. Moi j'ai jamais fait de ça. Et puis par exemple les classes de complexité, ça date de 1973, enfin NP ça date de 1973, ça n'a jamais empêché les gens de programmer avant, hein, heureusement. Donc c'est toujours cet équilibre. C'est assez rare que la théorie vienne avant dans les domaines techniques. Mais à un moment, il faut qu'elle soit là. Donc la question maintenant, c'est quoi? C'est est-ce que cette nouvelle façon de faire la programmation peut permettre d'élaborer de nouveaux langages de programmation permettant de refaire cette distinction entre les connaissances, par exemple des approches géométriques? Alors ça, c'est vraiment une bonne question. J'en avais déjà parlé pour SAT. Ça marche parce qu'il y a une géométrie cachée dans le problème, mais on ne connaît pas cette géométrie. Donc si on connaissait cette géométrie, ça peut être des complexes simpliciaux, ça peut être des tas de trucs. Si on connaissait cette géométrie, ça permettrait d'avoir une compréhension bien plus forte et en général des algorithmes bien moins heuristiques et bien plus efficaces. Donc, ça a été fait beaucoup. Donc, en programmation fonctionnelle, effectivement, on parle directement des fonctions qu'on calcule au lieu de dire comment on les calcule. Lisp, une de ses grandes choses, ça a été de ne plus gérer la mémoire, qui était l'objet sacré d'avant. Et je vous ai montré que les OS qui essayent de gérer la mémoire, ben, ça leur met des trous de sécurité dans tous les sens. Donc, c'est juste trop dur de gérer la mémoire. La programmation logique et la programmation par contrainte, on donne des contraintes et on espère que le système va les résoudre. C'est très dénotationnel. C'est moins garanti, mais enfin, c'est pareil. STRL, c'est pareil. On met en évidence le flot de contrôle temporel. On met en évidence le temps dans le programme. C'est ça, STRL. L'idée, c'est ça. Alors que dans les langages classiques, on ne peut juste pas faire ça. Et puis tout ça, ça a pris quand même beaucoup de temps. Énormément de temps, et donc problème ouvert pour les données, mais c'est certainement un des problèmes très importants dont on ne parlera pas dans les journaux, mais qui sera vraiment important pour le futur. Je sais que Martin Abadi, qui a été professeur ici aussi, a pas mal travaillé sur Torch, par exemple, et sur des langages de ce type-là, mais je ne sais pas ce qu'il a fait. Alors, question d'après, il y a l'ordinateur chimique. Alors, l'ordinateur chimique, c'est une machine dont les principes de calcul sont complètement différents des principes habituels. Je l'ai déjà montré 2 fois, mais je vais vous le remontrer. Et l'ordinateur chimique est une idée très simple à la base. En fait, Olivier Bournaise, qui est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la définissabilité du calcul et tout, a montré que les réactions chimiques, ça a la puissance des machines de Turing, et qu'on peut traduire toute fonction calculable en un système chimique. Ce n'est pas tellement surprenant, hein, parce que, par exemple, le pi-calcul de Milnor, vous savez, la dernière fois, j'ai dit Bob attrape l'adresse d'un livre, ça c'est le pi-calcul de Milnor, en gros, on sait que ça est Turing complet. Oui, mais parce qu'on peut faire le lambda calcul de l'enfant, c'est très détourné. Là, c'est moins détourné. Donc, comment est-ce qu'on fait ça, par exemple, en machine chimique? J'ai déjà montré le crypte de Darwin, qui est la définition des nombres premiers pour moi, la meilleure. C'est une réaction chimique, donc les molécules sont des nombres. Et puis, la réaction chimique, c'est quand un nombre rencontre un de ses multiples, il peut le manger. Voilà, c'est strictement tout. Hein. Et donc, ça calcule les nombres premiers de façon complètement triviale. Là, j'ai des nombres, c'est des poissons carnivores que j'ai mis dans la mer. Et puis, ben voilà, vous lâchez autant de poissons que vous voulez de tous les nombres, et vous pouvez en mettre une infinité dans la mer, et les nombres premiers, c'est les survivants garantis, c'est tout, c'est la seule définition. Et donc là, il n'y a pas de contrôle dans le calcul, il y a le minimum. C'est assez dur de supprimer des caractères dans ce programme, même de la ponctuation. Et en fait, avec ça, on a évidemment, je pourrais vous le montrer si on avait du temps, mais je ne suis pas sûr. Avec ça, on peut, oui, je suis sûr que même, là, j'ai déjà débordé, donc je ne vais pas le faire, mais on peut après faire des membranes, des cellules avec des membranes poreuses qui vont communiquer ce qu'on appelle des valences, et ça permet de faire, donc il y a un papier qui s'appelle The Chemical Abstract Machine de moi-même et Boudol, qui a eu la joie d'être refusé par les 2 référies, et publié quand même par l'éditeur, et qui est un de mes papiers les plus cités, et qui est... Et oui, parce que dedans, il n'y avait même pas de théorème.
Mais bon, maintenant, c'est un standard dans le domaine. Hein. Voilà, mais l'idée était venue de Rennes, de Gamâtre et Le Métayer. Alors, sur l'enseignement, donc une question d'un professeur, mise en place des enseignements dont j'ai parlé la dernière fois, SNT, SNI, comment va-t-elle se passer? Énorme problème. Alors, et puis il y a le problème de la dispersion qui s'y associe. Donc, le problème est très gros, et je vais être bref dessus. Ça va dépendre de la mise en œuvre, qui est parfaitement cruciale. Et il y a très peu de professeurs pour former les professeurs qui formeront les professeurs. Donc à l'heure actuelle, il y a très peu de professeurs capables de former des formateurs. L'éducation nationale s'étant jamais intéressée au sujet, à part les professeurs qui ont fait NSI, qui sont quand même... il y en a quand même pas... ISN, pardon, pas ISN, il y en a très peu. Il faut former 9000 professeurs à peu près pour enseigner rien que la seconde. Et sur la terminale, on ne sait pas, donc ça va être très compliqué. Il y a quand même des actions qui se font, en particulier à l'INRIA, où il y a des actions fortes sur le site Pixies, le site Interstice et tout, des MOOC pour les professeurs. Donc l'INRIA a un service qui se bouge beaucoup, une direction qui se bouge beaucoup pour ça, et c'est bien. Et puis il y a pas mal d'universités qui agissent aussi. Mais enfin, ça va être un problème très lourd parce que ça ouvre en septembre. Hein. Et le problème de la dispersion, il est assez clair. J'ai déjà vu des notes du ministère dans lesquelles on dit « Ah, mais il y a un truc photo numérique, on va le faire enseigner par les profs d'art. » Alors là, oui, simplement, ça ne marche pas parce que ce qu'on veut la mettre dans le programme, c'est l'unité de l'informatique. C'est-à-dire que les algorithmes sont les mêmes qu'on fasse de la photo numérique ou Internet. C'est le même esprit. Alors si on fait enseigner Internet en géographie, comme c'est déjà fait en 5e à l'heure actuelle, ou si on fait enseigner la photographie en art, je ne suis pas sûr que ça marche. Donc c'est vraiment très important. Et si on met des profs, un 8e formé pour chacun un 7e formé pour chacune des 7 spécialités, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher, mais ça, c'est très difficile de convaincre les gens au ministère de ça, surtout qu'ils sont extrêmement contraints par le temps et les budgets. Alors, autre chose, les élèves, est-ce qu'ils prendront un SI quand il faudra lâcher une option? Parce qu'il y a 3 options en première et 2 en terminale. Et donc là, c'est clair, les profs sont déjà debout pour ça et disent « mais on va expliquer aux meilleurs élèves qu'il faut prendre maths physique pour aller en taupe ». Alors ça, c'est possible, c'est tout à fait possible, mais je pense que ce n'est pas si simple que ça. Ce n'est pas si simple que ça pour moi. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que, à l'heure actuelle, il y a un problème dans les taupes qui nous avait été donné par le proviseur de Louis le Grand en particulier, l'ex-proviseur de Louis le Grand de Saint-Louis et d'Henri IV, qui connaît bien, quand on a fait un bachelor à Polytechnique. Un bachelor différent du système classique. Donc ça a été fait il y a 3 ans, je crois. Moi, j'étais président du conseil scientifique, du conseil d'enseignement et de recherche de l'école Polytechnique. Et on a créé un bachelor parce qu'on a eu une alerte sur les taupes, c'est-à-dire que les meilleurs élèves ne veulent plus forcément aller en taupe, pour 2 raisons. D'abord, ça n'a pas de reconnaissance internationale, ça existe nulle part ailleurs. Les diplômes de grandes écoles n'ont aucune reconnaissance ailleurs, quasiment. Et deuxièmement, ils sont dragués et ils se renseignent. Ils ont Internet, donc ils regardent le monde, ce qui n'était pas du tout vrai à mon époque, même récemment, je pense. Ils ont Internet, ils regardent le monde et ils voient ce qui se passe dans le monde et ils se font draguer. Des mentions très bien, reçoivent des lettres de Cambridge, de l'EPFL, etc. Donc c'est tout à fait différent. Et puis souvent, ils visent l'international aussi, donc ça joue beaucoup. Mais aussi l'informatique joue un rôle important dans les grandes écoles. À Polytechnique, je crois que c'est la matière la plus enseignée avec les MATAP. Et donc les taupes, elles sont tirées par l'informatique, elles ne sont pas poussées par les profs de taupes. Hein. Donc c'est possible que ça bouge, c'est assez difficile à dire encore. Mais voilà, je pense que les profs ne sont pas forcément les mieux placés pour voir les évolutions, et d'autant plus que la liaison entre les taupes au niveau des profs et le supérieur n'est pas forcément extrêmement forte. Puis il y a l'essor de la science des données, hein, qui est un mélange de maths et d'informatique qui attire beaucoup. Donc c'est pas clair. Par contre, il y a un problème évident, c'est le problème des filles, qu'on voit dans cet amphi, hein, largement, et qui est vraiment grave et intact. Alors, donc après a-t-on des facultés algorithmiques? Est-ce que j'ai la bonne là? Comment enseigner une pensée algorithmique? Faire découper une tâche complexe en tâches plus simples est une solution, mais alors comment enseigner les développements de ces tâches simples à des élèves qui ne les perçoivent pas? Ça, c'est une très bonne question,
La question, c'est est-ce que c'est les élèves qui ne les perçoivent pas? Ça, ce n'est pas garanti. Surtout quand on prend l'enseignement très tôt. Et l'enseignement d'informatique doit être pris très tôt. Il doit être pris en primaire ou avant. Et ça se fait ailleurs. Ça se fait en Angleterre depuis très longtemps, par exemple. Dès que les enfants... J'ai mis un temps fou à expliquer au CSP que quand on apprend à des enfants de primaire à additionner de nombres, ce serait pas mal de prononcer le mot algorithme. Hein, mais le mot algorithme était encore tabou. Maintenant, ça y est. Maintenant, il est dans tous les journaux. Ça n'empêche pas qu'il se confond souvent avec logarithme, mais c'est juste une petite inversion de lettres. C'est pas grave. Donc, dès que les enfants apprennent à calculer, on peut leur dire ce que c'est que l'algorithme et ce que c'est que M. Al-Khwarizmi. Ils verront l'algèbre après, qui est aussi Al-Khwarizmi. Et puis, ils ont l'habitude de voir les processus algorithmiques. Les parents, ils ne les ont pas connus quand ils étaient petits. Ils les ont tout le temps sous les yeux. Ils ont des téléphones, ils voient des téléphones, et pour eux, c'est complètement normal. Je clique là, il se passe ci, la page qui arrive. C'est totalement standard, c'est la nature pour eux. Hein. Donc, il ne faut pas du tout avoir une pensée d'adulte quand on pense aux enfants. Et ce n'est pas très facile de ne pas avoir une pensée d'adulte. Hein. Et par exemple, j'ai parlé du débranché, et le matériel Montessori, je vais en montrer un tout petit bout, est extraordinairement algorithmique. Et il date de 1930, ce matériel, à peu près, les années 30-50. Et il est tout à fait fantastique et globalement inconnu d'énormément de gens, un peu moins maintenant. C'est comme ça. Et puis il y a Magic Makers, par exemple, une association qui fait beaucoup d'essais avec les enfants qui sont vraiment intéressants. Donc à l'INRAE, il y a aussi un projet qui s'appelle Flowworks, qui est vraiment très bien, dont le but est justement de mettre les enfants en position d'apprenti-chercheurs. Et les enfants, ils adorent ça. Moi qui ai été enseignant Montessori, je peux vous dire que c'est absolument évident. Alors, question d'après, a-t-on une faculté à travailler, des facultés particulières pour travailler de manière algorithmique? Par exemple, pour ma part, je n'ai pas de fibre artistique. Ça aussi, je pense que c'est vrai, il y a des gens qui ont une fibre artistique à 2 ans, d'autres qui n'en ont pas à 50 ans, mais c'est quand même beaucoup une matière d'éducation. Si vous regardez, par exemple, en France, le dessin et la musique, c'est des matières rejetées. Ça a toujours été comme ça dans l'enseignement. En Allemagne, pas du tout. En Allemagne, la musique, c'est un truc fondamental. Vous avez des chorales partout, vous avez des orchestres partout. On a à Marktoberdorf, qui est un endroit célèbre pour les écoles de PhD l'été, on a été accueillis par un quatuor de profs qui nous a joué le 16e quatuor de Beethoven. Hein. C'est pas tout à fait courant chez nous. Donc, il y a aussi ça, il y a aussi l'éducation qui est vraie. Mais il est vrai qu'il y a des gens qui aiment moins ça. Même en informatique, il y a des gens qui n'aiment pas les algorithmes, qui aiment bien les raisonnements abstraits, même en maths. Les théoriciens des nombres, ils aiment bien les algorithmes. Les théoriciens de la géométrie algébrique, c'est moins vrai, c'est assez normal. Mais je pense que tout petit, on peut empêcher les gens d'aimer. Ça marche très facilement, ça, d'empêcher les gens d'aimer. Après, les faire aimer, c'est un autre problème, mais au moins qu'on ne les empêche pas, quoi. C'est un problème central dans l'enseignement. Alors, un autre problème assez rigolo, c'est un prof. En ce moment, il y a beaucoup de discussions de profs, en particulier sur une liste qui s'appelle ITIC, sur les profs qui se disent il faut qu'on enseigne l'informatique, puis qui préparent des exercices et tout. Et il y avait un très très joli message l'autre jour qui était c'est bizarre, je fais un trace-route sur mes paquets Internet et je vois que quand j'appelle je ne sais pas qui, mon paquet est passé par Londres. Et je trouve ça complètement étonnant. Et ça, c'est exactement une image de l'identification forcée qu'on a dans nos esprits construits avant entre la matière et l'information. Un paquet d'informations, ça doit faire à peu près comme un paquet poste. Et bien la réponse est non. Enfin, d'ailleurs, les paquets postes, ils ne vont pas tout droit non plus, mais les paquets d'informations n'ont aucune raison. On imagine les paquets postes, ils se déplacent à la vitesse d'un vélo, suivi d'un train, suivi, etc. Mais les paquets informatiques, ils vont à la vitesse de la lumière. Faire un détour par Londres, ça n'a aucun coût. Bon, si vous allez par satellite au Japon pour revenir, ce qui se fait aussi, hein, ça a un coût nettement plus grand. Mais en gros, aller à Londres, c'est tout à fait bien si c'est la bonne méthode ce jour-là, si les tables de routage sont foutues comme ça ce jour-là. Et ce serait une très mauvaise idée d'essayer d'optimiser ça. En fait, l'optimisation est statistique. Essayer de faire mieux localement, le seul truc que ça fait, c'est ça fait chauffer le monde. Donc, essayer d'optimiser, ça produit de l'entropie. Et comme c'est pour lutter contre l'entropie, c'est juste un peu dommage. Donc, il faut trouver les bons équilibres. Et il y a
plein de théories sur Internet, dont François Baccelli, qui était à l'INRIA, qui a posé 6 fois un projet en Europe, qui a été refusé 6 fois, et qui a reçu un coup de téléphone de M. Simons aux États-Unis, un mathématicien qui a fait fortune et a des labos de recherche, qui lui a dit c'est le meilleur projet qu'on ait jamais vu, on te crée un labo tout de suite. Et il y est allé. Pas à plein temps, oui, c'est pas rare. Alors voilà, donc il y a effectivement une confusion entre la distance géographique et la distance temps. Et ça, c'est bien connu, ça c'est la carte de la France en TGV, elle est vieille, hein, c'est parce que Paris-Bordeaux, Bordeaux a gagné un grand coup là. Hein. Donc elle est vieille celle-là, Bordeaux est là maintenant, hein, facile, oui même là. Donc c'est la carte de la France en temps de transport depuis Paris. Elle n'a rien à voir avec la carte de géographie parce que c'est du temps. En SRL, on a dit que le temps et l'espace, c'était juste dual, on pouvait interchanger. Mais quand on le fait sur une carte, on voit que peut-être il faut passer par Londres, effectivement. Donc, un professeur de SVT nous dit « J'ai l'impression que plus les gens connaissent comment fonctionne l'informatique et plus ils s'en méfient. » Pourquoi pas? Il va être temps. Mais s'en méfier, ça ne veut pas dire en avoir peur, ça veut dire s'en méfier. Il faut se méfier de vos mots de passe, ça c'est absolument clair. Mais il n'y a pas de raison d'en avoir peur, puisqu'il y a des solutions. On entend parler dans la Silicon Valley de personnes qui préfèrent confier l'éducation de leurs enfants à un système non numérique. Peut-on se demander si l'ère numérique est vraiment au service de l'apprentissage? Alors ça, pour moi, c'est une question très très importante, mais je dirais qu'il ne faut absolument pas confondre deux aspects, la compréhension de l'informatique comme un nouveau fonctionnement du monde à enseigner, et puis l'utilisation de l'informatique en tant que support de nouvelles méthodes. Et ce n'est pas la même chose. Donc là, je ne sais pas. Évidemment, on parle beaucoup d'intelligence artificielle dans l'enseignement. Il va y avoir un colloque ici sur ce sujet le 25 mars, organisé par le ministère. Et je n'ai pas trop d'avis sur cette question parce que je n'ai pas d'expérience personnelle, mais je me méfie des miracles. En particulier parce que les enfants, ce n'est pas des intellos. Ce n'est pas des intellos, les enfants. Ils aiment bien toucher, sentir, entendre. Donc ça, c'est très important. Mais on peut faire des choses bien quand même. Moi, j'avais un logiciel sur le premier Mac portable qui n'avait pas une souris mais une boule, c'était terrible, et qui m'a appris à taper avec mes 10 doigts. Il était très bien fait parce qu'il analysait ma frappe et il me disait il y a ce doigt-là, il n'est pas bon, on va faire des exercices en faisant des stats toutes bêtes. Il avait juste un petit défaut, c'est qu'il me disait, si je ne faisais rien pendant 2 jours, il me disait mademoiselle, vous n'avez pas travaillé pendant 2 jours, votre patron ne va pas être content. C'était assez typé quand même. Alors, un professeur de SVT me dit « Je pense que le passage par des productions écrites de ses propres mains sur du papier est important dans la construction de nos connaissances et savoir-faire. Certaines têtes bien remplies préfèrent une éducation sans écran pour la construction des apprentissages de leurs enfants. Se disent-ils que le numérique est néfaste? A-t-on des retours d'expérimentation d'écoles numériques contre une école à l'ancienne ?» Je pense que c'est un peu trop tôt. J'ai vu des choses, mais très variées. C'est pas homogène. Il y a des gens qui disent c'est bien, des gens qui disent c'est pas bien. C'est très difficile à dire. Puis les pays étant tellement différents en termes d'éducation, c'est pas si simple. Moi, ce que je pense, c'est quand même l'usage des mains, du toucher, des yeux et des oreilles, c'est complètement indispensable pour les enfants. Ils passent leur vie à manipuler. Hein, ce pas des intellos, mais c'est des observateurs invraisemblables. Donc, c'est important. C'est pas incompatible. Hein, le matériel Montessori est complètement à base de, je vais vous montrer des bouts, à base de perles, de bois, de matériel extrêmement simple qui laisse aucun choix de non-compréhension. Hein. C'est joyeux et on n'a juste pas le moyen de ne pas comprendre avec. C'est très important. Et donc on attrape l'abstraction à partir de la manipulation, surtout chez les petits, mais même chez les grands, hein, je ne voudrais pas dire. Quelqu'un qui étudie que les maths que abstraitement, sans jamais faire de calcul, sans jamais regarder, sans jamais rater, à mon avis, ce n'est pas forcément terrible. Donc, voilà par exemple le robot Cubetto qui est très très bien fait. Ça, c'est pour les tout petits, les 2-3 ans. Vous voyez, c'est un truc de labyrinthe. Donc, le robot va être télécommandé par la chose qui est là-haut. Et dedans, vous mettez des pièces. Hein, vous avez un chemin de pièces qui suivent, c'est une séquence. Et ces pièces disent ce que va faire le robot. Et les enfants mettent les pièces et puis le robot obéit. Et c'est super parce que il n'y a rien à expliquer, ils le trouvent tout seuls. Hein. On leur file le robot, on leur file ça. Au bout de 2 heures, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Donc, les enfants, quand on les passionne, il n'y a pas besoin de faire de l'enseignement. Hein. Après, il y a besoin de faire du guidage, mais ce n'est pas la même chose. Donc, c'est plutôt les détachés qui devient un problème après. Ça, c'est un matériel absolument typique. Vous voyez, c'est une planche avec 100 trous.
C'est un truc qui vous explique, le site vous explique comment la fabriquer, si vous voulez. Planche avec 100 trous dans laquelle il y a 100 billes. Et puis il y a une ficelle, vous voyez. Donc si vous ne savez pas combien fait 7 x 5, vous mettez la ficelle autour de 7 et de 5, et puis vous mettez 2 règles, c'est pareil, et puis vous remplissez toutes les cases, puis vous videz le machin, puis vous comptez. Ah, 7 x 5, 35. Vous ne faites pas ça 10 fois. Hein. Mais c'est très très efficace et c'est extraordinairement simple. Et il n'y a pas besoin de prof. Hein. Ça, c'est par exemple, ça, tiens, elle est floue celle-là. Mais c'est des barres de perles. Vous avez des barres de 9, des barres de 8, de 7, de 6. Quand vous les repliez, ça fait des carrés. Là, vous avez aussi des carrés, puis là, vous avez des cubes. Et donc, ça sert à comprendre la multiplication avec des plis. Et c'est tout bête. Alors, vous en avez plein des matériels comme ça. Je ne peux pas tout vous montrer, mais il y en a que je vais utiliser dans mes cours. J'utilisais, par exemple, le matériel de multiplication Montessori pour montrer comment on fait une multiplication à la même vitesse que l'addition. Ça, vous pouvez toujours essayer, mais vous regardez, j'ai un cours qui fait ça. Voilà, c'est pour ça que moi, je ne pense pas que les tablettes soient utiles s'il y a d'excellents logiciels. S'il n'y a pas d'excellents logiciels, il y en a des très très bons pour les enfants, pour le calcul, pour les petits-enfants, pour le calcul et la lecture, qui sont vraiment très bien. Mais j'aime bien la vision débranchée. Ce n'est pas incompatible, parce que les tablettes aussi sont tactiles. Elles sont complètement sensorielles pour les enfants. Il y a du son, c'est tactile. Elles sont tout à fait sensorielles, les tablettes. Hein. Ce n'est plus les ordinateurs de papa. Hein. Mais ça dépend aussi beaucoup. Ce qui compte, c'est le couplage des modalités, qui peut dépendre de chaque enfant d'ailleurs. Donc, c'est pas... Le tout machin n'a jamais aucun sens. C'est assez simple en éducation. Le tout truc, ça n'a pas de sens. C'est assez rare que ça ait du sens ailleurs, mais bon. Donc, peu d'écran, parce que le temps d'écran, effectivement, est extrêmement prenant pour l'enfant. Peu d'écran avec des beaux projets et des beaux logiciels, c'est super. Mais c'est comme pour la télé. Hein. Si vous voulez que votre enfant se calme, vous le mettez devant la télé. Hein. Et ma femme, qui était enseignante Montessori dès 2-3 ans, mettait exactement 5 minutes à savoir si un enfant avait la télé. Donc moi, nous, on contrôle bien nos petits-enfants pour ça. Les temps d'écran sont rigoureusement contrôlés et ça se passe très bien. Alors, maintenant, une longue lettre de CD. OK, pour l'enseignement de l'informatique, y a-t-il d'autres domaines qu'il faudrait enseigner aussi? Exemple, l'abstraction, le quantique, etc. Bon, le quantique, je ne réponds pas parce que je pense que je ne sais pas répondre. Et vous parlez d'université de l'informatique, mais le citoyen moyen subit face au monde numérique des situations qu'il ne comprend pas. Alors, réponse à la première, l'art, oui. Il faut enseigner l'art, ça se fait souvent chez les petits. Et ça se fait maintenant chez les grands. Hein. Au bac, il y a une spécialité, une des 12, qui s'appelle histoire de, les arts. Hein, et dedans, il y a une session art du cirque. Et les arts du cirque sont particulièrement formateurs pour les enfants. Et il y en a beaucoup qui se font en France maintenant. Et c'est extrêmement varié, extrêmement formateur, parce que c'est à la fois physique et il faut réfléchir. Quoi. Donc apprendre à jongler, ce n'est pas juste essayer pendant 3 heures. Hein. Donc c'est très bien. Pour l'abstraction, enseigner l'abstraction, ça ne veut rien dire. Ce qu'on peut enseigner, c'est une progression vers l'abstraction. C'est assez rare les gens qui sont abstraits de nature. Hein, mais par contre, on apprend l'abstraction en essayant d'identifier les mécanismes qui font que les choses marchent. Et après, une fois qu'on a... Et ça se bootstrap, l'abstraction. C'est-à-dire qu'on peut abstraire des abstractions. Mais si on n'en a pas déjà au début, on ne va pas commencer par prendre les abstractions les plus hautes. Bon, voilà, c'est un équilibre concret-abstrait. Sur l'universalité de l'informatique, le citoyen subit, c'est exactement pour ça qu'on dit qu'il faut enseigner et que je fais des cours un peu comme ici cette année. Le citoyen moyen subit parce qu'on ne lui explique pas et que quand on lui explique, il n'ouvre pas forcément les yeux s'il n'y a pas de danger. Mais comme les dangers arrivent, ça va... Il n'y a pas qu'en informatique que ça se passe. Hein. Donc voilà. Donc le problème, c'est de remplacer les recettes. Quand vous achetez des canards... trucs et astuces pour faire un machin. Vous ne pouvez pas dire ça toute votre vie, vous ne saurez rien. À part les trucs et astuces, on peut dépasser ça. C'est pour ça qu'on a décidé de faire l'enseignement. Et je pourrais vous raconter des histoires fantastiques sur le travail que je faisais avec les 6-9 ans sur l'image et le son, en particulier sur le son, qui n'est pas du tout intuitif, où m'ont sorti des trucs pas possibles. Dans l'enseignement, il faut que j'avance un peu, parce que je ne suis pas en avance. Est-ce que les instituts doivent s'engager? Tiens, j'ai paumé un transparent, mais ce n'est pas grave. Les instituts, oui, doivent s'engager. Les chercheurs le font de plus en plus, mais séparément. L'INRIA le fait en grand. L'université va évidemment intervenir pour le CAPES, mais les enseignants du primaire et du secondaire
C'est compliqué, et surtout, le problème, c'est de ne pas leur apprendre des machins disjoints juste parce qu'ils doivent les enseigner. Si on apprend les maths à un enseignant de maths, c'est pour qu'il ait une vue globale, pas seulement une vue seulement des exercices à résoudre. Et il va falloir que ça se passe en informatique, sinon ça va devenir une matière ennuyeuse. Ma grande peur a toujours été que l'informatique soit aussi ennuyeuse que l'ont été d'autres matières quand j'étais petit. C'est facile de rendre une matière ennuyeuse. Et puis il y a 3 catégories à viser dans le grand public, je l'ai déjà dit, les médecins, les juristes et les journalistes. Mais je pense qu'aussi les informaticiens ont une responsabilité. Je les entends se plaindre souvent, j'en entends se plaindre que le public ne sait rien. Ben oui, le public ne sait que ce qu'on lui apprend. Hein, et il n'a pas trop de moyens pour l'instant. Donc c'est vraiment un sujet très important que les physiciens traitent, que les astronomes traitent. Ils ont l'avantage que le ciel, ça fait rêver. Alors, maintenant, des questions, on va plus sur des domaines de fonds sociaux, informatique, économie, travaux collectifs. En raison de ses propriétés paradoxales de reproduction, de conservation et de transmission instantanée sans perte, l'informatique vient ruiner toutes nos intuitions sur ce qui concerne les échanges économiques, notamment celle du juste prix. Elle met en lumière l'importance des échanges non marchands. Alors, je pense que c'est juste un problème de changement d'échelle. Tout ça, ça existait avant. Sous d'autres formes, mais pas forcément pareil. Moi, je dirais, ces propriétés, d'abord, les propriétés d'informatique, elles ne sont pas du tout paradoxales, elles sont juste vraies. Il n'y a aucun paradoxe, il n'y a pas de paradoxe, c'est juste comme ça. De même que le moteur électrique, ce n'est pas paradoxal, c'est juste comme ça. Donc oui, on reproduit, on conserve. C'est paradoxal que si on reste collé à la matière, mais si on sait ce que c'est que l'information, il n'y a rien de paradoxal. Il ne faut pas comparer l'information et la matière, c'est la plus grosse erreur qu'on puisse faire. Ça ne marche pas pareil. L'information est très différente. Le juste prix, ce n'est pas une notion économique simple. Les économiques n'ont pas de notion de juste prix, ils ne connaissent pas trop cette notion-là. Ils disent que le prix, c'est très simple, c'est la jonction entre ce que le client accepte de payer et le fournisseur accepte de recevoir. Donc la notion de juste, qui a une petite moralité à l'intérieur, il n'y a pas trop en économie. Moralement, le prix moralement juste, il y a des prix qui peuvent être immoralement faux, ça oui, mais moralement juste, c'est beaucoup plus dur à définir. Et par contre, les échanges non marchands sont extrêmement répandus et tout à fait étudiés par les économistes depuis longtemps. L'éducation, un échange non marchand. La science, un grand échange non marchand, largement, enfin, sauf si on accepte les journaux qui sont en train d'en prendre un peu à travers la figure, ça ne fait pas de mal. L'art, quand vous voyez une fanfare d'amateurs dans la rue, ce n'est pas un échange marchand. L'aide aux personnes, qui est quelque chose qui est très développé à petite échelle, ce n'est pas un échange marchand. L'action culturelle, pas un échange marchand. Les réseaux d'échange de savoir, qui sont assez nombreux, mais très diffus. Mais ça, les économistes connaissent ça, l'entraide, les réseaux d'entraide, de manière générale. Ce n'est pas des échanges marchands, mais ça a une importance assez forte dans l'économie, que les économies essayent plus ou moins de chiffrer, mais ce n'est pas facile. Puis il y a pas mal d'économistes qui se disent c'est pas le PIB qu'il faut calculer, c'est des tas d'autres indices. Alors, ils ne sont pas dominants dans la bourse, mais ils sont tout à fait importants ailleurs. C'est par exemple les indices de bonheur qui sont très étudiés par les économistes. Si vous regardez Esther Duflo, par exemple, qui est connue comme une très grande économiste, elle ne vous parle pas de PIB. Hein. Voilà. Donc non, les économistes connaissent ce genre de sujets. Ce n'est pas des sujets faciles à attraper. C'est moins facile à attraper que de compter des sous. Mais on ne peut pas dire qu'ils ne les connaissent pas. Et l'informatique pratique les deux, le marchand et le non marchand. Donc le chiffre d'affaires marchand sont gigantesques. Les possibilités d'échange non marchand sont gigantesques. Et puis il y a tous les sites d'échange. J'ai parlé de Marmiton, de Couchsurfing et tout, ce n'est pas des sites marchands. Ils sont effectivement gigantesques, mais il y a plein de sites qui sont raisonnablement marchands aussi, c'est-à-dire qui se font payer normalement, pas exagérément. Alors, ce qui se passe, c'est que l'informatique change les échelles, et ça, c'est absolument majeur, c'est là que je suis d'accord avec JFP. L'informatique change les échelles grandement, en particulier sur la géographie. Là, avant, il y avait des échanges locaux, surtout sur l'aide aux personnes, par exemple. Et maintenant, ça peut être une géographie arbitraire, pas tout à fait, parce qu'il y a les silos de langue. Hein, il n'y a pas beaucoup d'échanges non marchands entre la Chine et la France, par exemple, parce que la langue est évidemment une grosse barrière. Et bon, c'est un changement d'échelle très fort, donc ça, c'est important. Et c'est quand même trop récent pour comprendre ce qui se passe, parce qu'on est dans les turbulences tout le temps, là, en ce moment. Donc la turbulence, ça ne dit pas forcément l'avenir, mais ce n'est pas simple. Hein. Donc je pense qu'il faut modérer un peu la remarque. Alors pour la même raison, l'informatique a une vertu cumulative, inconnue.
Certes, la science est une accumulation, mais l'informatique apporte la co-construction d'artefacts à l'échelle mondiale. Ça, encore une fois, c'est une question vraiment d'échelle, très forte. Donc, c'était vrai en musique. La communication en musique a toujours été extrêmement forte. En musique classique, par exemple, ça a toujours été très fort, à la vitesse des diligences, mais quand même très fort. Les musiciens se déplaçaient énormément. Si Bach écrivait des suites françaises, ce n'était pas par hasard. Mais le fait qu'il y ait des communications ultra rapides maintenant, ça permet de généraliser ça à d'autres domaines. Mais j'en parlerai dans la leçon de clôture, ce n'est pas la première fois. Parce qu'il y a une révolution beaucoup plus forte que Internet, ça a été le télégraphe. Il faut se rappeler qu'avec le télégraphe, la communication entre, par exemple, l'Angleterre et l'Inde passait de 4 mois à 4 secondes. Là, on ne lutte pas sur Internet. Avant, c'était 4 mois. L'Australie, c'était 6 mois. Et puis après, c'était 6 secondes, ou 6 dixièmes de seconde. Ça n'a aucune importance. Donc, il faut lire le livre qui s'appelle The Victorian Internet, dont j'ai parlé plusieurs fois, qui est tout à fait extraordinaire et qui montre la violence de la révolution télégraphe qui a été au moins aussi rapide que la révolution Internet. C'est un livre tout à fait merveilleux. Je n'ai pas le temps de vous en parler là, mais je vous parlerai des fois. Il y a beaucoup de choses qui sont collaboratives, qui n'existaient pas avant. On va reparler. Mais il y a aussi les fake news et les discours haineux qui sont très collaboratifs, d'accord, et extrêmement collaboratifs et co-construits. Ce n'est pas facile. Alors, une des manifestations de ces capacités, c'est le logiciel libre, l'accumulation d'une multitude de contributions réparties, etc. D'autres voies sont possibles pour les sociétés modernes que de travailler plus pour gagner plus, et des espérances et des problèmes de contradiction de notre système socio-économique, ça paraît signe d'être signalé. Bon, je ne peux pas être tout à fait d'accord avec ça parce que, à mon avis, par exemple, la collaboration n'a rien à voir avec le logiciel libre. C'est aussi vrai pour le logiciel professionnel. Vous regardez comment travaillent Microsoft, Apple et tout, c'est exactement pareil. C'est des grandes collaborations d'équipes à travers le monde sur des GitHub. Donc le moyen est le même. L'intention est différente, mais le moyen est le même. Donc ce n'est pas particulier au logiciel libre. Et puis par exemple, Linux, Linux, c'est pas non marchand, Linux. Il y a énormément de développeurs Linux qui sont payés. Ils sont payés par des gens extrêmement variés. Ça, Julia Laval nous l'a expliqué, qui sont payés par des grandes boîtes comme Microsoft ou Google. Ils sont payés par Red Hat, qui est une boîte moyenne, ou par SUSE, qui est plus petit, ou par des tas d'autres gens qui ont intérêt à payer des gens pour faire du collaboratif. C'est tout à fait répandu. Moi, je ne vois pas où il y a un problème. Les économistes connaissent aussi ces problèmes-là. Mon frère, par exemple, a travaillé là-dessus. Puis il y a aussi énormément de boîtes, dont celle qu'on avait fondée, par exemple, et je dirais la plupart des employés de l'informatique ont plutôt comme objectif de travailler raisonnablement pour gagner raisonnablement. Il ne faut pas réduire l'intégralité de la population des informaticiens aux start-up richissimes. Start-up richissimes, en nombre, ce n'est pas très gros. Regardez, Google, ça doit être, je ne sais pas, 120 000 personnes, un truc comme ça. Tata Consultancy Services, en Inde, c'est 350 000. Et il n'y en a aucun qui est très riche là-dedans. Ils bossent, c'est tout. Un peu comme les enseignants-chercheurs. Donc, je suis beaucoup moins violent que ça, moi, personnellement. C'est personnel. Autre question ici. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, ça va. Est-ce nouveau que lorsqu'une connaissance sort du laboratoire, passe par l'industrie et arrive dans le quotidien des gens, des questions bien légitimes se posent? On voit effectivement les inventions informatiques comme les réseaux sociaux. C'est une invention parce qu'avant, ça n'existait pas. On voit l'effet que ça a. C'est des effets absolument massifs. Est-ce nouveau? Alors là, encore une fois, non, ce n'est pas nouveau. Est-ce nouveau? Non, ce n'est pas du tout nouveau. Toute la science est comme ça depuis toujours. L'invention de la bombe atomique, regardez les discussions de l'époque. La bombe atomique, c'était autre chose. Je veux dire, Hiroshima, Nagasaki, ça ne se compare pas tout à fait à ce qui se passe chez nous. Donc, la chimie et l'agriculture, la chimie a permis de faire une agriculture beaucoup plus perfectionnée après la guerre. Elle a aussi permis de faire des sacrés ennuis. Les médicaments, c'est pareil. Les médicaments, c'est très très bien, mais les antibiotiques, on ne sait plus quoi faire avec à cause des résistances. Donc, ce n'est pas du tout isolé à l'informatique. C'est des problèmes qu'on trouve partout, mais ils sont nouveaux en informatique, donc on les voit plus. Les manipulations génétiques, avec l'informatique, on a oublié le coût des manipulations génétiques. Et les journaux n'en parlent plus.
Terminé. Les sojas transgéniques et tout ça, c'est terminé. Ça ne cause plus, ça ne se vend plus, ça reviendra dans 3 ans. Il faut toujours un creux dans les journaux pour que ça revienne. Mais ça existe toujours. Le problème, il est connu depuis longtemps. Par contre, il y a une question importante, c'est quelle est la part d'anticipation des chercheuses et chercheurs dans le passage des connaissances vers le public? Est-ce qu'on peut anticiper les phénomènes? Ça, c'est vraiment très difficile. À mon avis, c'est très difficile. Des fois oui, des fois non. Est-ce que Google a vraiment anticipé sa naissance à partir de la thèse ratée, pas soutenue de Brin et Page? Ça, c'est pas clair. Toute technologie est vraiment complètement à double tranchant. La poudre, ça permet de faire des tunnels et de s'entretuer. La pharmacie, ça fait des médicaments puis et des poisons pour les espions. La chimie, ça fabrique des plastiques très utiles et puis des pollutions des mers par les plastiques. Internet, c'est un merveilleux outil de communication pour tout le monde, y compris les gangsters. Donc, c'est toutes les technologies. Une technologie qui n'est pas à double tranchant, c'est qu'elle n'est pas puissante. Toutes les technologies puissantes sont à double tranchant. Donc ça, c'est très dur à gérer. Et c'est très loin d'être facile à comprendre. On a une belle idée. Regardez les gens qui ont fait Internet. Tim Berners-Lee, à l'heure actuelle, se plaint beaucoup du fait qu'Internet a été dévié de ses intentions originales, qui étaient extrêmement pacifistes et sur la liberté, et que maintenant c'est un gros bordel. Il n'y a pas d'autre mot. Ouais. Mais d'un autre côté, est-ce qu'il pouvait le savoir? Est-ce que c'était une raison pour ne pas le faire? C'est pas clair. Donc il faut surveiller ces choses-là, mais quand on regarde les anciens papiers, on voit jamais. On peut voir, s'il y a le Club de Rome qui avait parlé du climat, par exemple. Pas de façon très juste d'ailleurs, mais au moins sur l'intention, c'était tout à fait juste. Alors, quelle est notre responsabilité de société d'être souvent dans une situation de rattrapage sans aucune anticipation et souvent dans un modèle copié-collé sur le voisin anglo-saxon ou asiatique, ou encore des pays nordiques? Pays nordiques, je ne sais pas trop, mais moi je pense que notre responsabilité est majeure. On est effectivement à la traîne en informatique, complètement du monde, sauf en recherche, j'ai déjà dit. Voilà. Pourquoi? Parce que l'ensemble des dirigeants de notre pays, et pas mal en Europe, ont considéré que ce n'était pas un sujet d'avenir. Et ça, j'ai entendu beaucoup, donc ça s'est calmé. Puis beaucoup de scientifiques aussi. Je veux dire, la création de l'INS2I au CNRS, l'Institut des sciences de l'information, ça n'a pas été une mince affaire. Je la connais de très près, et je peux vous dire que les résistances étaient cosmiques. C'est le cas de le dire. Et voilà, ça a été fait quand même. Donc il y a des conflits, il y a toujours des conflits. Donc les sciences n'aiment pas les nouveaux. Ça, c'est pas récent. Et bon, c'est comme ça. Tous les milieux finissent par être féodaux. Voilà. Donc beaucoup, les sciences disaient, oui. Par exemple, les biologistes disaient en France, il n'y a pas longtemps, il nous faut des ingénieurs, pas des chercheurs. Chercheurs en informatique, ça ne sert à rien. Maintenant, c'est plus vrai. Mais il faut du temps. Et les résistances mentales sont très très fortes. Ça, c'est beaucoup moins vrai à Silicon Valley, ça c'est évident. Je n'ai pas la réponse à la question qui montre la disparition d'une plusieurs têtes de proue d'un navire France-Europe. Donc là, on est vraiment dans la gouvernance. En manque de direction claire et assumée, inscrit dans les besoins et l'émancipation. Donc, on va parler de ça, stratégie et souveraineté. Électronique. On a parlé dans le cours ouvert à l'informatique. Perte de contrôle, problème stratégique qui est bien de notre faute. Oui, enfin, il est de notre faute, c'est certain. Mais enfin, ça n'a rien de simple. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les moyens. Il n'y a plus grand monde qui a les moyens de suivre l'électronique. Il n'y a plus que, j'ai dit, il n'y a plus que 3 endroits au monde où on arrive à suivre l'électronique. Et même les plus grands des États-Unis sont en train de dire ils arrêtent la course. Donc voilà. Mais il y a quand même des choses qui se réveillent. Par exemple, il y a une action européenne en cours avec 1 milliard d'euros sur l'hexaflop. Et puis il y a les actions sur l'IA, bien sûr, mais ça, ce n'est pas mon domaine. Alors, je n'ai pas beaucoup d'avis là-dessus, je ne sais pas. Donc, il n'y aura pas de moyens. Puis il y a d'autres choses, c'est qu'on n'a pas accès aux ressources. C'est vrai aussi aux États-Unis. Ça demande des métaux rares, ça demande en petite quantité, on va en reparler après, mais on n'a pas accès à ces ressources. Alors, il ne faut pas que je prenne de retard. Il y a beaucoup de questions. Alors, carence de l'enseignement, retard par rapport aux GAFAM. Je suis ravi de connaître votre avis sur la période précédente, 65-80, et sur l'extraordinaire occasion que nous avions et que nous n'avons pas su saisir. Gâchis ou occasion manquée.
plan calcul entreprise nationale, terminologie nationale, méthodologie de programmation, etc. Alors, terminologie nationale, c'est toujours là, hein, il n'y a pas trop de problème avec ça, des fois un petit peu trop. Voilà. Et puis une question associée, c'est peut-on construire un groupe industriel comme Airbus pour concurrencer les BATX et GAFA y a-t-il une Europe du nucléaire, une Europe de l'aviation, une Europe du spatial? Pourquoi n'y a-t-il pas une Europe de l'informatique? Bon, ça, c'est des questions tout à fait intéressantes, pas vraiment simples. Alors, bon, moi, je ne suis pas très impressionné par les années 65-80 en France. On a fait la C2I, qui est née de l'embargo sur les supercalculateurs, mais elle a développé des machines de calcul numérique et elle a eu des effets de bord dont l'un était vraiment important, c'était l'interdiction d'acheter autre chose, qui fait que la recherche n'a pas pu travailler sur un ordinateur jusqu'en 1985 à peu près, même un peu plus. Nous avions interdiction d'avoir... Ah si, absolument. Par exemple, la recherche autour de l'ISP, qui a eu de la chance, travaillait à l'IRCAM, parce que Pierre Boulez avait tordu le bras de Giscard d'Estaing en lui disant « Je ne crée pas l'IRCAM si tu ne me mets pas un PDP-10 ». Et donc le PDP-10 est arrivé en cachette. C'était un embargo, c'était pas un embargo légal, c'était un embargo de fait. Moi, je n'ai pas eu d'ordinateur jusqu'en 1985-6 à peu près. Donc ça a été extrêmement gênant pour nous. Et je dirais que le succès international n'a pas été frappant non plus. Voilà. Moi, je pense que nous avons une grosse aigreur là-dessus, la recherche. Hein. On n'avait pas le droit d'avoir les VAX, qui étaient la machine de recherche dans le monde. On ne pouvait pas avoir de VAX. On a fini par en avoir un à Bordeaux. L'intégralité de la France travaillait sur une seule machine. On est dans la déraison. Il y a eu un gros effort sur la SM90 après, sauf les numériciens, bien entendu. Les numériciens n'ont jamais eu de problème. Il y a la SM90, j'en ai eu une, j'ai fait le premier compilateur STL dessus. J'ai été vraiment content de l'arrêter. Hein. Ça ne marchait pas bien, c'est comme ça. Hein. Voilà. Le problème, c'est que jouer dans la cour des grands, ça demande beaucoup plus que de l'inventivité. Ça demande énormément de choses. Airbus, ce n'est pas des gens qui font les avions, c'est aussi des gens qui savent les vendre. Et la C2I vendait... Je vous raconterai l'histoire la prochaine fois des deux Iris 80 que j'ai connus. Un qui a été salé, qui a mis 1 an à remarcher, et l'autre qui a été noyé, qui a mis 4 mois à remarcher. C'était les deux auxquels j'avais accès. Malheureusement vrai. Donc, si on réfléchit, moi, je ne suis pas très... Et puis, le grand plan informatique pour tous à l'école, avec les TO7, dont une énorme partie n'a jamais été sortie de ces cartons, ça a coûté très cher. Et ce n'est pas la bonne méthode. C'est pas la bonne méthode. Alors, peut-on construire un groupe industriel comme Airbus, etc. Il y a une Europe du nucléaire. Du CEA, il reste des études du CEA. Les études du CEA continuent toujours. Il y a des choses très fortes en logiciel, en circuit. ST Micro a beaucoup de technologies qui viennent du CEA, Soitec aussi, le Silicon Insulator et tout, mais il n'y a pas les moyens, c'est trop cher, c'est une industrie trop lourde pour arriver à suivre, mais c'était bien de faire ça. Mais surtout, la question c'est pourquoi se dire c'est forcément des sujets d'État. C'est pas ce qu'on fait à l'État, c'est pas ce que font ceux qui ont réussi. Donc il y a quand même une question à se poser. Hein, alors en Chine, je ne sais pas s'il y a des sujets de non-État, ça c'est pas évident. Mais si on regarde bien, les gens qui ont fait les choses sont des gens qui vendaient beaucoup. Ce n'étaient pas des gens qui étaient subventionnés que par le gouvernement américain. Ils vendaient beaucoup. Et un des problèmes, c'est qu'ils ont acquis un savoir-faire qu'on a perdu, et qu'un savoir-faire à retrouver en électronique, c'est pas facile. Bon voilà. Et puis alors pour ce qui est des GAFA, il y a winner take all, hein, et puis ça, lutter contre winner take all, c'est pas fait. Donc le tout n'est pas, par exemple, on dit la France a inventé le Micral, le premier ordinateur. Moi, je reviendrai à la leçon de clôture. Le tout n'est pas d'inventer quelque chose, c'est s'apercevoir qu'on a inventé quelque chose d'important. D'inventer, ce n'est pas la partie dure, quelque part. Faire qu'il devienne important, c'est beaucoup plus important. Ça, j'ai un PDG qui m'a longuement expliqué ça, et on a su le faire, mais c'est compliqué. Bon, alors, est-ce que c'est l'État ou l'Europe ? Et puis, si on regarde bien, on a fait des choses qui ont réussi, qui sont mentionnées là. Il y a une Europe du ferroviaire, une Europe d'Airbus. Est-ce qu'il y a une Europe de l'avionique ? Pas vraiment. C'est un projet franco-allemand avec de l'Angleterre. Ce n'est pas un projet européen, Airbus. Hein, c'est un projet industriel franco-allemand-anglais. Les ailes sont faites en Angleterre, encore. L'ESA, c'est un projet très compliqué, dont la lenteur est absolument constante. Il ne faut pas oublier ça. Galiléo a pris 10 ans de retard.
Hein, c'est pas quand même une fierté qu'il faut avoir. Donc c'est quand même pas si simple. C'est pas si simple. Je pense que les gens qui vendent sont très avantagés stratégiquement sur les gens qui ne vendent pas, ou qui vendent qu'à eux-mêmes, ou qu'à des marchés garantis. Les Américains ne se gênent pas pour les marchés garantis. Voilà. Et puis si on regarde les grandes filières étatiques françaises, le TGV, ça a été le premier, c'est le moins exporté, et qui a quand même beaucoup de difficultés en ce moment. Le spatial, Ariane 5 a été taillé exactement à la mauvaise, ça j'ai vécu, hein, à la mauvaise taille. Ça a été taillé pour Hermès, c'est-à-dire que c'était juste trop petit pour mettre 3 satellites et trop gros pour en mettre 2. Voilà, c'était juste la mauvaise taille, ça a été connu dès le début, c'était une décision de Mitterrand, on fait Hermès, donc Ariane 5 a été dimensionné pour ça, et ça l'a payé toute sa carrière. Après, il y a eu Ariane 5 boosté et tout. C'était une décision étatique qui a fait que Ariane 5, et si Ariane 5 a marché, c'est d'abord à cause de sa qualité, qui est quand même extraordinaire, et puis parce que les Américains avaient arrêté de faire des fusées. Maintenant, c'est moins clair. Sur Ariane 6, ça trouille en Europe, hein, parce qu'il y a Elon Musk là, avec ses fusées qui reviennent. Ça, tout le monde disait que c'était impossible, il n'y a pas de problème. Donc voilà, est-ce que c'est ça? Donc les filières stables à travers le temps deviennent aussi immobiles. Hein, vous regardez l'histoire de Flamanville, je ne sais pas si c'est une très bonne idée de recommencer ça trop souvent, quoi. Donc c'est pas simple, et avoir une position dogmatique là-dessus, moi j'aime pas trop. Alors j'ai pas dit que la position était dogmatique. Manque d'imagination. Quête de la sécurité est-elle le rejet de physique? Oui, on y est absolument condamné, mais c'est pas perdu. C'est pas perdu. Je pense que les chercheurs sont en train de faire des trucs très très bien. On est dans les ennuis, mais on peut en sortir. Avec de l'enseignement et de la recherche. Courriel, messagerie instantanée, réseaux sociaux, téléphonie IP. Ça, c'est intéressant. Ça ne devrait pas être le rôle du groupe La Poste de faire ça, au lieu que ce soit des grosses boîtes étrangères qui vous pompent vos données et tout. Bon, alors là, je dirais, il y a plusieurs choses à regarder. La première, c'est que tout le téléphone fixe est sur IP en France. Je vous signale que le téléphone non IP va être débranché cette année ou l'année prochaine. Il n'y aura plus un seul téléphone non IP, même sur vos lignes anciennes. Hein. Ça, c'est annoncé, c'est parfaitement prévu. Donc IP, téléphonie IP, c'est fait. Orange, par exemple, n'est pas du tout en retard sur le reste du monde. Hein. C'est pas vrai que les sociétés profitent toutes de vos courriels. C'est pas vrai. Apple garantit qu'il ne lit pas vos courriels, Google aussi. Hein. La garantie de Google, la garantie de Google ne vaut pas forcément grand-chose. Mais c'est pas pareil. Mais ils utilisent le fait que c'est gratuit pour vous offrir d'autres choses. Hein. Apple, il faut que vous ayez une machine, et Google, vous êtes embarqué dans Google. Mais bon. Et puis, c'est pas vrai qu'elles font des choses à votre insu. Ça, c'est faux. Ils expliquent ce qu'ils font. Ils le disent qu'ils utilisent vos données. Ils n'ont jamais caché. Jamais. Alors, ils le disent en public. Hein, il n'y a aucun problème. Moi, j'étais dans les congrès, ils parlent que de ça. On pique vos données, on ne les pique pas d'ailleurs, on vous les demande. Facebook dit à ses utilisateurs que les photos qu'il met sur Facebook sont à lui. Et elles restent à l'utilisateur. C'est dit, il ne faut pas faire semblant de le découvrir, ça fait 15 ans que c'est dit. Hein. Mais bon, est-ce que c'est bien? Ça, c'est autre chose. Mais on n'est pas forcé d'aller là. Il n'y a rien qui force ça. Bon, c'est vrai que les conditions générales sont foireuses, mais la RGPD est en train de bouger ça pas mal. Alors non, ce n'est pas vrai, parce que, par exemple, si vous voulez un courrier gratuit sur La Poste, eh bien, il y a un courrier gratuit sur La Poste, laposte.net, moi j'ai un compte sur La Poste, et vous avez une option, on donne aux annonceurs ou pas, et si vous mettez ou pas, ils ne le donnent pas. Et alors, en fait, des courriers comme ça, il y en a pas mal, des courriers coopératifs, gratuits ou pas. Moi, je pense que gratuit, c'est une très mauvaise idée, on va en parler après. Et il y a par exemple Proton Mail qui a été fait au CERN et qui est un courrier collaboratif qui est exactement fait pour ça. Vous pouvez y aller, vous avez des options gratuites et des options payantes. Vous pouvez y aller et Proton vous dit exactement ce qu'ils font et ce qu'ils ne font pas. Ils ne font rien avec vos courriers essentiellement. Vous avez netc.com en France qui fait ça. Il y a beaucoup d'endroits où on peut avoir des courriers gratuits. Et non surveillés. Il suffit de taper sur votre moteur de recherche, par exemple DuckDuckGo ou Quant, qui ne vous surveille pas, courrier gratuit et machin, et vous en trouvez plein. Donc il ne faut pas se dire qu'il n'y en a pas, c'est juste pas vrai. Moi, je vais y aller, bien sûr, c'est clair. Il y a un problème récurrent, hein, c'est
Les gens veulent tout gratuit, mais veulent que ce soit professionnel. Donc, payer des gens professionnels qui font du gratuit. J'ai vu pas mal de gens qui m'ont dit on fait une start-up, on va faire des trucs gratuits. Je leur ai dit mais attends, il y a un truc, si on fait une start-up, il y a un truc qui s'appelle le business model qui est quand même important. Parce que toi, tu es dans la recherche, tu es détaché, tu as ton poste gardé pendant 10 ans, peut-être tu peux t'en sortir, mais si tu embauches quelqu'un et qu'il est viré 6 mois après parce que tu n'as juste plus de sous, ça ne marche pas. Donc, il faut quand même penser que les gens qui font ça sont des gens normaux, qui touchent des salaires normaux, et que quand on vous vend des trucs gratuits, c'est qu'il y a un os derrière. Le gratuit, ça pollue beaucoup les discussions, en fait. Il a été introduit de plusieurs façons différentes. Au début, c'était les informaticiens, comme Internet, par exemple. C'est gratuit, c'est un cadeau à la société, c'est un cadeau au monde, c'est un cadeau à l'humanité. Bon, très bien. Ces gens étaient payés, par ailleurs, n'oubliez pas. Ils étaient au CERN. Et ils avaient raison de les payer, les gens du CERN. Il y a eu les premiers services à grande échelle gratuits qui sont toujours là, Yahoo, Microsoft Mail, après Google. Alors, il y a deux choses. Entrer vers la pub, recueil de données, mais pas toujours. Par exemple, Apple garantit qu'il ne s'est jamais servi de vos données. Ça, je pense que c'est vrai pour le coup. Et il sert du fait que vous avez ces machines. Mais ce n'est pas nouveau. Ça a été fait énormément de fois, ça. Le Minitel, on vous le donnait. Kodak, ces appareils photo, le nom officiel d'un appareil photo chez Kodak, c'est un manche-pellicule. C'est un peu comme les imprimantes. Une imprimante, c'est hyper sophistiqué, on vous la file parce que les cartouches, là, vous vous faites ramasser. Voilà, donc un Kodak, c'est un manche-pellicule. Puis la publicité sur les murs de Paris, on a oublié, mais les murs de Paris étaient intégralement couverts de publicité en 1900. C'est gratuit, la publicité, vous la regardez, vous ne payez pas pour la regarder. Vous payez ailleurs. Donc, on s'habitue. Le problème, c'est qu'on s'habitue au gratuit, au faux gratuit. Et après, on a du mal à payer. Et alors, si on parle de la Poste, qui est-ce qui pense qu'une lettre, si elle est gratuite, elle va arriver? Personne. Moins un timbre. C'est vachement cher, un timbre. C'est très cher, un timbre. 1 euro, je ne sais pas combien, 1,50 €, 1,20 €. Bon, bref, c'est cher, un timbre. Eh bien, une lettre, c'est gratuit. Alors, on s'habitue, il faut que les lettres soient gratuites. Ben, c'est con. Il n'y a pas d'autre mot. Non. Il n'y a pas de raison que les lettres soient gratuites. Il n'y a pas de raison qu'elles soient chères. Mais ce n'est pas pareil. D'ailleurs, si les lettres étaient un peu payantes, mettons 2 centimes la lettre, ce serait beaucoup plus casse-pied d'envoyer 20 millions de spam. Réfléchissez à ça. Donc le gratuit, c'est vraiment la fausse bonne idée, sauf pour ceux qui vendent des choses gratuites. Mais voilà, n'oubliez jamais qu'un service public non plus, ce n'est pas gratuit. Je donne l'exemple de l'école Montessori où j'étais. Les parents, en France, on a décidé qu'une école Montessori avait 0 subvention, même pas les repas des élèves. C'est un choix. Ça veut dire que les parents qui sont là font ce choix de payer leurs impôts, et ce n'est pas forcément des riches du tout, de payer leurs impôts et de payer l'école en plus. C'est un choix personnel. Mais c'est normal, ça a été décidé comme ça. Il y a d'autres pays qui ne font pas comme ça. Par exemple, en Suède, on a un chèque éducation qui est valable dans n'importe quelle école et qui couvre l'intégralité de l'école publique, mais pas l'intégralité de l'école privée. C'est un autre choix. Est-ce qu'il y a un meilleur choix? Je ne sais pas. C'est une notion bizarre. Tout choix a ses inconvénients. Bon, alors, que dire maintenant? Ressources minérales, énergie, recyclage, du matériel rendu obsolète par le profit. Alors là, il y a encore cette idée que c'est le profit qui rend tout obsolète. C'est pas si simple. C'est pas si simple. Alors, c'est pas 100% faux, mais c'est pas si simple. Parce que c'est la loi de Moore, surtout. C'est-à-dire qu'avec un téléphone Nokia, vous ne risquez pas d'avoir un navigateur, ni d'avoir un GPS. Il n'y a pas de circuit. D'accord? Les circuits, on ne savait pas les faire. Les circuits pour avoir un smartphone, on ne sait pas les faire depuis bien longtemps. Donc l'iPhone 3, j'en ai eu un, ça ne marchait pas. L'iPhone 4, ça marchotait. J'ai dit ça parce que j'ai eu des Samsung, c'est pareil, ça marchotait, c'était super lent et tout. Et donc, oui, les vieux appareils sont vieux, mais ils sont vieux vraiment, c'est-à-dire ils sont nés vieux. Ce n'est pas qu'ils sont devenus vieux, c'est qu'ils sont nés vieux, on n'y peut rien, c'est comme ça. Ça devient moins clair maintenant. D'ailleurs, les gens changent de moins en moins leur téléphone, ce qui est une assez bonne idée. D'autre part, le recyclage est évidemment un problème, on en parle beaucoup, il y a plusieurs milliards de téléphones mobiles qui ont été produits, l'énergie augmente, il y a une question sur le Bitcoin, je ne répondrai à aucune question sur le Bitcoin, j'y connais rien, il y a Rachid Guerraoui qui fait un cours sur le Bitcoin, il connaît, donc je ne vais pas m'avancer, je sais pas je n'ai aucune information correcte là-dessus.
Donc la loi de Moore est fondamentale. Et diminuer l'énergie, eh ben, c'est évidemment la seule occupation depuis pas loin de 10 ans dans les circuits. Et maintenant, vous regardez un téléphone, ce qu'il fait, le temps qu'il tient, ce que faisait un Nokia qui tenait une semaine, le Nokia ne faisait rien, il dormait la plupart du temps, il ne faisait que téléphoner, ce qui ne coûte pas grand-chose. Mais un navigateur, ça calcule énormément, par exemple. Donc voilà, donc c'est vrai. Pour le cyclage, il y a un très gros problème, mais là, c'est très franchement 1 ou 2 ordres en dessous de la voiture électrique. Parce que le lithium des batteries de téléphone comparé au lithium des batteries électriques et le cadmium qu'il y a dedans les piles et tout, avec une voiture électrique, vous alimentez une ville de téléphone. Hein. Donc la voiture électrique, c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper de ça. Mais il ne faut pas toujours s'intéresser qu'à l'epsilon. Bon, ce n'est pas epsilon, hein, les ordinateurs. Mais bon, la voiture électrique, c'est vraiment sérieux. Est-ce que c'est même écologique? Ce n'est pas absolument sérieux. Bon, consommation électrique de la blockchain, je pense qu'il y a des systèmes qui ne sont pas forcément aussi consommateurs. Bon, alors, comme le temps est presque passé, je vais terminer sur une question très simple, et pas du tout simple. Les informaticiens ont-ils une déontologie? Ils ont plusieurs déontologies, je pense. Il y a beaucoup de déontologies. La déontologie, ça se construit avec l'expérience. Hein. Ce n'est pas un truc vraiment facile. Quand les choses vont vraiment vite, comme en informatique ou en biologie, la déontologie, ça change tout le temps. Regardez, CRISPR-Cas9, immense invention de la biologie, ça change complètement les discussions de déontologie il y a 2 ans. Internet, ça a changé complètement les discussions déontologiques de trucs. Donc, oui, les informaticiens ont une déontologie à géométrie variable suivant les endroits. C'est évident qu'à Silicon Valley et à... il y a beaucoup d'Américains qui pensent qu'ils sont pour qu'on leur vole leurs données, qui donnent leurs données et qui sont pour ça. Déontologiquement, c'est parfaitement acceptable si c'est leur credo. Il y a des gens qui sont contre, c'est parfaitement acceptable. Le problème d'une déontologie, c'est quand elle s'impose à un système. Par exemple, il y a une déontologie médicale que tous les médecins sont forcés de suivre, hein, quand elle est officielle. Là, on n'a pas ça, on n'a pas de système. Donc, je pense qu'individuellement, il y a quand même beaucoup d'informaticiens. Dans la recherche, je le sais, il y a beaucoup d'informaticiens qui ont une déontologie assez forte, mais elle est à géométrie variable avec le temps parce que les choses bougent. Et dans le privé, il n'y a pas que des méchants dans le privé. Hein. Moi, je pense que je connais beaucoup de gens travaillant dans l'informatique et j'en connais très très peu qui sont méchants. Non, même chez Google ou chez Apple. Je pense que c'est pas carré comme ça. Mais voilà, donc cette question est vraiment très importante. On n'a pas de... Je ne sais même pas s'il y a vraiment des discussions serrées, je ne sais pas, il y a peut-être Bertrand, tu saurais me dire ça, toi? Des discussions serrées sur la déontologie de l'informatique? Ouais, donc pas de manière fondamentale. Mais ce n'est pas une question qu'il ne faut pas ouvrir. Bon, désolé, l'avenir n'est pas prévisible. Hein. Les gens d'Internet voulaient construire un monde de liberté et de coopération. C'est quand même assez raté. Ça peut redevenir réussi, mais ce n'est pas la première fois. Hein. La déontologie, je m'en méfie tout de suite un peu. Moi, j'entendais toujours la génération de mes parents me dire qu'il leur faudrait une bonne guerre. Et je m'en suis passé. Mais Antoine, il n'est pas là, Antoine. Ah, ben viens, tu pourras peut-être répondre à cette question, toi, parce que pour la recherche... Voilà. Alors, je suis désolé, j'ai mis plus de temps que prévu, mais j'ai parlé assez vite déjà, et je ne sais pas ce que vous en avez pensé. On peut encore prendre quelques questions. On va recommencer à 5h30 avec Antoine. On peut encore prendre quelques questions. Je pourrais éventuellement faire des réponses par écrit. Oui, alors là, vous êtes 2, vous vous débrouillez déontologiquement. J'avais juste une question sur accessibilité, oui. Pour les personnes handicapées, oui. Les personnes malvoyantes et le fait, est-ce que tu peux donner un mot sur l'état des lieux en France? Je suis un peu moins en avance qu'aux États-Unis. Sur accessibilité informatique, très honnêtement, je ne connais pas le sujet. Je n'ai pas de réponse parce que ce n'est pas un sujet que je connais. Il y a pas mal de travaux qui sont faits. Des fois, ils ne sont pas forcément si pertinents. Par exemple, alors, la reconnaissance vocale, ça c'est un truc tout à fait important. Ça marche très bien maintenant, la reconnaissance vocale. Beaucoup de sites qui ne sont pas standards. Oui, mais les standards d'accessibilité en informatique, je ne connais pas ça. Je connais des gens qui travaillent là-dessus, mais je ne sais pas ce qu'ils font. Il y a une loi, par exemple, aux États-Unis qui
Oui. C'est un chapitre Oui. de l'accessibilité. Oui, mais l'accessibilité en France, déjà, pour les chaises roulantes, je me rappelle de Gilles Kahn, quand il était en chaise roulante, on lui organisait des réunions en haut d'un escalier colimaçon de 2 étages, et il n'aimait pas trop, quoi. Mais, non, c'est sûr. Je ne sais pas. Oui. Moi, je voulais juste faire une petite citation. Oui. Voilà, j'ai vécu l'histoire des microprocesseurs dans les années 70. Et à la fin de ces années 70, en France, on était devenu assez bon pour faire ce genre de choses. Et une force extérieure a fait tout ce qu'elle a pu et a réussi pour qu'on ne fasse jamais de microprocesseurs en France. Oui, oui. Et donc, Bien sûr. Il y a eu des actions par en dessous de politique générale, peut-être plus qu'industrielle, pour bloquer le système. Oui, oui. Ça, c'est tout à fait vrai. L'histoire de l'informatique n'est pas une histoire rigolote. Oui, non, mais je sais. Moi, j'ai connu. Il y a eu aussi, d'ailleurs, des tentatives de bloquer Internet en France. Il ne faut pas oublier ça. Hein. Ah oui, oui, mais explicite. Hein. Moi, j'ai vécu ça. Ah ben, on disait, par exemple, il y avait ces confusions existaient. On disait le Minitel, Transpac, c'est le meilleur réseau du monde. Et les gens qui disaient ça, ils n'avaient pas compris que Transpac, ce n'était pas un réseau d'ordinateurs. Internet, c'est les ordinateurs qui font le boulot, ce n'est pas le réseau. Mais c'est ça, c'est différent. Hein? C'est ça la connerie. Ah ben, non, enfin, c'est une façon de voir. Pour passer à l'échelle, on ne sait pas faire autrement. Ah bon, oui, moi aussi j'ai connu ça, la MIPI, les Logabax, les Micral, bon, mais enfin tout ça c'est du passé. Ma question, elle est sur l'informatique de l'avenir. Est-ce qu'un jour, les ordinateurs avec leurs programmes seront capables de faire des programmes qui les feront évoluer? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a une réflexion là-dessus? Ça se voit dans la science-fiction, hein. Ça va beaucoup plus loin que le deep learning et les réseaux parallèles. Ouais. C'est vraiment les ordinateurs, seraient-ils capables, avec des programmes, pour créer des nouveaux programmes? Alors, avec des modèles, avec tout ce que vous voulez. Alors, c'est un sujet qui a été introduit, je pense, dans les années 50, dont on ne peut pas dire qu'il ait fait beaucoup de progrès. Il y a des choses. Non, c'est un sujet qui est éternellement au même point, quelque part. Il y a des micro-démos. Il y a les algorithmes génétiques qui font ça, mais c'est toujours des micro-démos. Ce n'est pas un problème bien posé, en fait. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, par exemple, c'est tordu par les mots. Le mot intelligence artificielle est lui-même tordu, puisque la première chose qu'on y explique, c'est que ça n'a pas à voir avec l'intelligence qu'on fait à l'heure actuelle. D'accord? Ça a à voir avec la quête de l'intelligence artificielle, mais pas avec l'intelligence artificielle. Je vous rappelle que Yann Lequin, qui était prof ici, a dit dans le Grand Amphi, j'espère qu'à la fin de ma carrière, on aura atteint le bon sens du chat. C'est une phrase assez précise. Mais ça veut dire que le nom de la quête et le nom n'est pas forcément le nom de l'État. Donc des programmes qui s'auto-écrivent, je connais ça depuis que c'est tout petit. Il y a des langages qui faisaient ça, qui se réécrivaient tout seuls et tout. Bon, ça a disparu aussi vite que c'est arrivé. À ma connaissance, je ne sais pas, peut-être que Xavier en sait plus que moi, pour une connaissance, il ne s'est pas passé grand-chose de sérieux. Il y a des démos. Ça serait une découverte majeure. Mais oui, mais ça serait... Non, mais il y a tellement de découvertes plus importantes que ça et aussi majeures. Ah, je ne suis pas sûr. Oh bah, en informatique, ce n'est pas ça qui manque quand même. Regardez ce qui s'est passé en 30 ans. Mais rien n'est exclu, hein. Mais simplement, c'est un marronnier qui ressort tout le temps, les journaux. Bientôt, les ordinateurs se programmeront eux-mêmes. Ça a eu beaucoup de succès. Ça fait 6 mois, là, pouf. Puis ça a disparu comme les imprimantes 3D. Différence, les imprimantes 3D, il y en a. Déjà, les virus, ils se réécrivent aussi. Bah, les virus se réécrivent, mais ils ne se régénèrent pas. Ouais, ils mutent un peu. Hein, oui, il y a pause. Non, mais tous les gens qui veulent prendre une pause pendant la séance de questions, ça c'est obligatoire. Hein. Pardon, j'ai oublié de le dire aujourd'hui. C'était le dernier cours. Hein. Monsieur, s'il vous plaît, une question très pratique. Quand on est littéraire, à la retraite, et qu'on essaye de se débrouiller avec un ordinateur depuis quelques années, mais qu'on n'avance pas et qu'on s'énerve, où peut-on aller apprendre? Ou bien qui peut venir nous apprendre vraiment? Ah ben là, vous allez voir des gens comme Magic Makers qui font ça.
Magic Makers, les fabricants de magie, ils font ça avec les enfants, mais ils font ça avec les adultes, si vous voulez. Vous allez dans une classe d'enfants, ça marche très bien. Mais bien sûr, il faut apprendre la logique de la chose. Il faut arriver à entrer dans la logique. Mais bien sûr, mais pourquoi est-ce que ça n'existe pas aussi, par exemple chez les littéraires? Pour une raison très simple, ils n'ont jamais demandé. Collectivement. Ah oui, non, mais à qui il faut demander Mais à n'importe quel, vous demandez à l'INRIA, l'INRIA a des sites de ressources pour ça. Il y a un institut qui a un pôle dédié à la formation des gens. quel est le téléphone ou quel est le... Il y a un truc qui s'appelle Google, vous tapez, un moteur de recherche, DuckDuckGo ou Quant, vous tapez Google. Mais bien sûr. Ah ben si vous ne voulez pas taper sur un moteur de recherche, c'est pas la peine d'aller plus loin. Hein. C'est comme quand quelqu'un me demande mon adresse, je dis, ah bon, mon adresse mail, je dis, bah écoutez, si vous ne savez pas la trouver, c'est que vous ne saurez pas m'écrire. Hein. Il y a quand même un début à prendre. C'est comme quand on lit des bouquins, quoi. Faut apprendre un petit peu à lire avant, c'est utile. Mais non, mais bien sûr, il y a des gens. Mais je pense que si les littéraires s'organisaient pour monter, de dire, ben voilà, nous on est un groupe, on a envie d'apprendre, eh bien vous trouveriez des gens. Je vais vous dire, moi j'ai déjà fait ça, hein, personnellement, mais invité par des gens. Je ne vais pas aller voir les gens en disant, vous voulez que je vous apprenne un par un l'informatique? Non, ça n'a pas de sens, ça. Mais oui, hein, mais non, mais je pense qu'une organisation, chez vous, ferait du bien. Ça, c'est sûr. Mais ceci dit, au Collège de France, les littéraires, c'est des utilisateurs absolument intensifs d'informatique. Hein. L'archéologie ne se fait plus que sur ordinateur, on ne peut plus y aller sur les sites. Et ils ont des scans 3D fantastiques, tous leurs documents, tous les papyrus, ils sont numérisés. Donc ils passent leur vie sur un ordinateur, hein, comme les autres. Non, mais voilà, si vous vous organisez, c'est possible. Si vous ne vous organisez pas, ça ne marchera pas. Moi, c'est une idée peut-être un peu polémique. C'est pas pour dire du mal de Xavier Niel, mais qu'est-ce que vous pensez de son école et de ses principes d'apprentissage de l'informatique, en dehors du fait que c'est quelqu'un de remarquable. Hein. J'ai des opinions mitigées parce que je connais des gens qui y sont allés. Il y a une grande qualité dans cette école, c'est que les gens qui sont là n'auraient certainement pas été ailleurs. Et ça, pour beaucoup, donc ça, c'est super bien. Ils font des projets extrêmement pratiques, ils sont immergés, comme on dit, ils travaillent beaucoup trop. Ça, c'est pas sain de travailler trop, hein, de manière générale. Mais j'ai vu des démos, par exemple, ça, je ne veux pas que ce soit filmé, parce que j'ai été à des démos où ils ont dit que c'était génial et tout. Alors, la quantité de mousse, c'était absolument pas proportionnel à la quantité de bière. Mais bon, je connais des gens qui en sont très contents. Ce pas les mêmes gens, ce pas les mêmes élèves. Bon, mais simplement, ils racontent des conneries. Honnêtement, ils disent on ne peut pas apprendre l'informatique à l'université. C'est pas parce qu'ils n'y sont pas allés qu'ils n'ont pas pu l'apprendre, que les autres ne peuvent pas apprendre l'informatique à l'université. Hein. Mais bon, il faut tout. Hein, et il y a beaucoup de gens qui sont très contents parce que ça leur donne, c'est pas les mêmes, ça leur donne une chance d'exister alors qu'ils avaient un avenir qui n'était pas très, très, très joli. Je ne sais pas, peut-être, il se marre, Antoine, il va peut-être répondre à ça. Je suis d'accord avec toi. Je pense que les gens qui y vont, ils sont pas tous mécontents. Non, non. Parce que la première réaction qu'on a eue en tant qu'universitaire, je pense que il me semble que la première réaction qu'un peu tous les universitaires ont eue, ça a été de dire mais c'est quoi ces conneries? On n'enseigne pas l'informatique à l'université, ça fait 40 ans qu'on le fait. Donc je pense que c'est un mauvais argument. Par contre, c'est vrai que je pense que ça touche des enfants, des adolescents, des gens qui ont été en rupture et qui de toute façon ne seraient pas passés par l'université. Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir ça comme une alternative à l'université. Ça n'aurait pas de sens. C'est un plus qui va toucher une population assez limitée et avec des profils assez particuliers. Ouais. Il y a aussi... Attends, Jean-François, je te la parle, mais il y a aussi un truc à se rappeler. Quand vous lisez Victorian Internet, il y a un chapitre absolument extraordinaire, c'est le métier de télégraphiste, qui est devenu en un an le métier le plus recherché des États-Unis. Et quand le téléphone a été inventé, il a disparu instantanément. Donc il y a aussi la longueur de la force de la formation qu'on donne. Est-ce que c'est une formation extrêmement technique sur un machin, par exemple le web, qui a une vie plus ou moins longue, probablement longue pour le web, ou est-ce qu'on leur apprend d'autres choses? C'est différent. Mais je pense que c'est pas idiot. C'est un enseignement professionnel quelque part. Hein. Ça fait penser au perfo vérif, quoi. Ce que je voudrais rappeler au sujet de l'école dont Xavier Niel dont on vient de parler, c'est qu'il a repris
et strictement réadapté l'école qui fonctionnait à Villejuif sous le nom d'Épithèque, et que c'est exactement une épithèque généralisée. Ah, pas tout à fait. L'Épithèque fait plus de choses. L'Épithèque existe toujours. L'Épita est une école extrêmement... Hein, oui, mais, non, mais les deux. Et sont des écoles tout à fait appréciées des employeurs. Hein. Parce que les gens sont opérationnels, ils savent bosser, etc. Et il ne faut pas oublier que tout le monde ne fait pas des choses très dures en informatique. Hein. Il y a énormément de choses à... En ce moment, il y a un manque de développeurs web qui est complètement extraordinaire pour faire des machins triviaux. C'est la vie. C'est comme... vous savez, le pneumatique avait été inventé... L'invention du pneumatique, c'est parce qu'on ne trouvait pas assez de coursiers pour transmettre les télégrammes d'un bureau de poste, d'un bureau de télégraphie à un autre. Donc on a inventé le pneumatique parce qu'on ne trouvait pas assez de gens pour faire le boulot. Vous voyez, donc là c'est pareil, il y a un manque de gens énorme pour faire des sites web de communes, de n'importe quoi, de PME et tout. Donc quel est le temps de vie de ça, on ne sait pas, mais c'est des gens qui auront beaucoup de bouteilles. Et c'est un truc qui n'intéresse pas particulièrement les gens qui sortent de la fac en informatique non plus. Donc il y a un partage des tâches. En France, on a tendance à mépriser les métiers techniques, il ne faut pas oublier. Hein, et je pense que ce n'est pas une bonne chose. Un ébéniste, ce n'est pas considéré comme quelqu'un de très important. Moi, je trouve que si.